Bienvenue à l'Occitanie Europe. Merci à l'Occitanie Europe de nous accueillir ici. C'est un plaisir d'être ici à Bruxelles pour cet événement très attendu. En tout cas, moi, je l'attendais depuis longtemps et je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui l'attendaient également. Donc, je m'appelle Asha Samput, je suis journaliste et je travaille notamment sur les sujets entre les partenariats entre l'Europe et l'Afrique, sur pas mal de sujets, mais nous ne sommes pas là pour parler de moi. Nous sommes là pour débattre ensemble de la place de la francophonie dans un double contexte. Vous le savez, le sommet Europe-Afrique et la présidence française de l'Union européenne. Nous allons aujourd'hui essayer d'aborder, en tout cas ensemble, les défis, mais aussi les opportunités de la francophonie. Cet événement organisé aujourd'hui par Francophonie Nouvelle Génération et ses partenaires, je rappelle donc Ville et Métropole de Montpellier, la Tribune Afrique et Francophonie sans frontières, donc tout ça dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'articuler les échanges autour de deux tables rondes. La première prendra la forme d'un état des lieux de la francophonie et nous discuterons également des atouts de la francophonie économique. Et enfin, la dernière table ronde, avant les mots de conclusion, s'articulera autour de la francophonie nouvelle génération avec des jeunes acteurs qui vont me rejoindre ici tout à l'heure. Donc cet événement, j'espère, en tout cas, sera interactif et vous aurez l'occasion de poser vos questions. Et si on n'a pas le temps, on aura l'occasion de le faire après en mode networking. Mais en tout cas, le but est de discuter ensemble et de pouvoir échanger sur ces sujets. Donc, avant de démarrer, petite précision, en tout cas pour ceux qui vont nous regarder en replay, cet événement sera diffusé par notre partenaire La Tribune et vous allez pouvoir également découvrir quelques allocutions officielles lors du replay qui ne sera pas diffusé aujourd'hui mais vous le retrouverez en replay. Donc avant de démarrer, j'aimerais juste faire un petit clin d'œil à deux personnes, donc Sweme qui est là aujourd'hui et Sweme Mampassi qui est le président du Forum des élus de la diaspora africaine FEDA et Arlande Yoger qui est la présidente des Westmart Environnement et Biodiversité, qui sont un peu derrière, elles sont cachées derrière cet événement. C'est un peu grâce à ces deux personnes que nous sommes là aujourd'hui, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Pardonnez-moi si je ne les nomme pas tous. J'aimerais peut-être poser la question, pourquoi cet événement sur la francophonie et pourquoi maintenant? Et je pose cette question à Arlande Yoger. Arlande, merci de me rejoindre. Donc Arlande, explique-nous. Bonjour Asha, merci d'avoir accepté de nous suivre dans cette mission un peu commando où on s'est invité en plein cœur de Bruxelles avec ce sujet francophonie dans le débat et dans la relation Europe-Afrique. Alors pour moi, et je pense que pour toutes les personnes qui sont ici, c'est plus que pertinent. Parce que la francophonie, c'est 300 millions de personnes et 60% des francophones sont sur le continent africain. Alors quand on parle de relations Europe-Afrique, est-ce qu'on peut faire comme si la francophonie ne faisait pas partie du paysage? Je ne pense pas. Voilà pourquoi on a décidé de le faire maintenant, dans la Africa Europe Week, qui est organisée par la ville de Bruxelles dans le cadre du sommet UEUA, et aussi parce que on sait que la France a pris la présidence de l'Union européenne depuis le mois de janvier, et du coup, on pensait que c'était absolument pertinent de mettre le débat de la francophonie sur la table, avec une dimension nouvelle génération, parce qu'on est d'accord que les enjeux de 2022 sont des enjeux qui sont tournés vers l'avenir et vers les enjeux qui sont jeunesse, intégration, diversité et puis climat, bien entendu. Merci Arlande. On va en parler tout à l'heure déjà dans la deuxième table ronde où on va se retrouver pour discuter de ces thématiques. Mais j'aimerais juste avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet avec les différentes tables rondes, peut-être faire un petit clin d'œil à Chantal Yelumlop qui est la conseillère spéciale à la présidence en République démocratique du Congo en charge de la jeunesse, du genre et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Si je ne me trompe pas, vous arrivez directement, c'est ça. Chantal, bienvenue et merci d'être parmi nous. Donc, on est ravis d'être là. Peut-être quelques mots pour nous expliquer pourquoi nous sommes là et pourquoi cet événement et quelques mots sur cette francophonie, cette nouvelle francophonie réinventée. Absolument. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs, la francophonie nouvelle qui nous a invités, c'est-à-dire quand je dis nous, c'est-à-dire la RDC, c'est pas seulement moi, mais c'est la RDC. Moi, via le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi dans ce beau cadre de Octave Europe, quelque chose comme ça. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment très convivial, mais il faudrait aussi voir
c'est quoi? Quels sont les contextes dans quel contexte on va travailler? Je pense qu'on va travailler sur les contextes état de lieu et les enjeux. On va travailler sur la nouvelle francophonie, la nouvelle génération, et aussi on va travailler sur tout ce qui est économie, la francophonie et économie. Mais je suis là pour représenter quand même la RDC. Il faut savoir que la RDC est un des plus grands pays de la francophonie, avec le plus de population qu'il y a. On a à peu près 60% de la population congolaise qui parle le français et qui écrit aussi en français. On a aussi ce côté démographique où on a la plus grande population des jeunes, à peu près 60% de la population des jeunes de la RDC, c'est-à-dire la RDC a à peu près 100 à 15 millions d'habitants. Alors 60% de ces 115 millions d'habitants, ce sont des jeunes. Et il faut les reconnaître comme étant des potentiels, comment je peux dire, main-d'œuvre, des potentiels main-d'œuvre humains qu'il y a en RDC que tout le monde en francophonie devrait utiliser. Et de l'autre côté, il faut aussi regarder notre biodiversité et notre culture. Dans la biodiversité, on a nos forêts, on a nos eaux, on a les mines, on a, comment je peux dire, les barrages hydroélectriques. Et on a aussi, comment je peux dire, du côté culturel. Je pense que tout le monde connaît Fally Ipupa, qui est un des, comment je peux dire, des ambassadeurs de la francophonie. Mais on a aussi différents acteurs qui sont non seulement dans le cinéma, mais qui sont aussi dans l'art, la peinture et la danse. Vous connaissez la danse congolaise, hein, quand même. Et puis, de l'autre côté, on a le président de la République qui vient avec une vision. Une vision, il était le président de l'Union africaine. Il vient avec une vision où il voit la francophonie comme étant une société inclusive et extrêmement diverse. Parce qu'il faut de plus en plus qu'on puisse parler de l'inclusivité et de la diversité dans toutes les sociétés. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de discrimination. Et qu'il n'y ait pas de discrimination du côté économique, du côté racial, du côté social, du côté sexuel, du côté ethnique. Que tout le monde se retrouve dans une même famille qui est la francophonie. Mais de l'autre côté, on doit aussi regarder les problèmes des jeunes, parce que je suis entre la jeunesse et le genre et la violence faite à la femme. On doit regarder les problèmes de nos jeunes qui sont dans la francophonie. C'est le chômage. Et le chômage, ce n'est pas seulement en RDC. Le chômage des jeunes, c'est partout. Dans tous les pays africains, dans les pays européens, on se rend compte qu'il y a ce problème de chômage chez les jeunes. On se rend compte aussi que le numérique est extrêmement important pour pouvoir mettre en place des start-up, pour créer, comment on appelle ça, l'économie avec les jeunes, augmenter l'économie et tout ça, et aussi regarder le côté sécurité pour la jeunesse. J'entends souvent parler de ce côté sécurité, c'est pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour les femmes. Moi, quand je parle de la RDC, du côté sécurité, je parle plutôt au nord, au nord-est du pays, où on a encore des problèmes de guerre interne, hein, et qu'il faut pouvoir protéger nos jeunes, protéger la population, pour protéger cette population francophone qui existe de ce côté-là du pays. De l'autre côté, on est en train de préparer les Jeux de la francophonie. Ça veut dire le jeu de la francophonie aura lieu en 2023. Soyez prêts à venir, tout le monde, à venir en RDC et à nos jeunes athlètes, à pouvoir participer aux Jeux de la francophonie. Et pour finir, le président a été pendant 1 an le président de l'Union africaine. Et en novembre 2021, il a reçu ses homologues présidents, quelques homologues présidents de l'Union africaine pour mettre en place la déclaration de Kinshasa. La déclaration de Kinshasa qui parle de la masculinité positive, c'est-à-dire pour pouvoir, pour en finir avec tout ce qui est violence faite à la femme et à la jeune fille. Pourquoi j'en parle? C'est vrai qu'il y avait des présidents qui étaient anglophones, mais c'est quand même un président francophone qui l'a mis en place, et son homologue, Macky Sall, va le continuer aussi au Sénégal. C'est-à-dire 2 présidents francophones vont travailler sur des sujets qui sont délicats, qui sont les problèmes reliés à la violence faite à la femme. Alors dans tout ça, je voudrais vraiment vous remercier tous
de m'avoir accueilli ici et surtout d'avoir accueilli la RDC. Merci à vous tous. Merci beaucoup Chantal, en tout cas d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous et d'avoir posé le contexte, donc ce qui me facilite la tâche puisque vous avez déjà posé les contextes et ça nous permet de rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, merci à toutes les deux, Arlande aussi. Donc je vous propose maintenant vraiment d'entrer dans le vif du sujet avec justement cette première question, donc cette table ronde. En état des lieux de la francophonie, qu'en est-il? Rappelons juste très rapidement, tout le monde le sait, donc la francophonie désigne en général l'ensemble des personnes qui utilisent le français et qui sont supposées être francophiles. Quelques chiffres, Arlande l'a précisé, 300 millions de locuteurs. Le français est aujourd'hui la 5e langue la plus parlée au monde. Sur 5 continents, 60% des francophones sont en Afrique. La RDC, nous l'avons entendu, 2e pays francophone après la France. Donc, le président d'ailleurs français Emmanuel Macron en avait fait un axe majeur et a présenté un plan d'ensemble en 2018 pour la promotion du français et du plurilinguisme dans le monde. Donc, contexte, un peu d'histoire. Moi, j'aimerais bien rentrer dans le vif du sujet. Ce terme, enfin le mot la francophonie a été employé pour la toute première fois, vous le savez peut-être, en 1880 par le géographe français Onésime Reclus. Ah, c'est plus d'un siècle de cela, dans un ouvrage consacré justement aux colonies françaises. Et plus d'un siècle après, certains associent encore aujourd'hui la francophonie au colonialisme. En 2018, on a même entendu Michaëlle Jean, qui était la secrétaire générale de l'époque de la francophonie, elle a affirmé il faut en finir avec cette francophonie avatar du colonialisme. Donc moi, j'ai envie de poser la question, où en sommes-nous? Quel état des lieux? Et pour cela, j'accueille tout de suite Abdou Diop, le DG Mazars Maroc, Karen Caneza, qui est le co-chair African Youth Forum for Europe, Guillaume Bonnard, vice-président Thomson Broadcast, et on espère que Géraldine Mauro, du PDG de Act O5, va nous rejoindre également. Merci de me rejoindre. Le timing est parfait, donc c'est super. Donc voilà, donc la question est très simple et en même temps très complexe. On parle de la francophonie, mais de quelle francophonie parle-t-on? On va démarrer par un état des lieux et peut-être juste rappeler aujourd'hui où est-ce que nous en sommes avec des acteurs qui sont autour de moi aujourd'hui. Je vais démarrer peut-être la parole à tout le monde à tour de rôle juste pour voir un petit peu votre vision sur cet état des lieux de la francophonie. Je vais démarrer avec vous, Abdou Diop. Donc, oui. Merci beaucoup. En tout cas, ça me fait plaisir d'être là dans le cadre de cette semaine. Et bravo aux organisateurs, parce que c'est important que le débat soit porté aussi par les jeunes africains et de nous y associer. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui ont eu cette initiative. Et je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui est extrêmement important et qui est à l'ordre du jour. On en a parlé récemment à Ambition Africa, on l'a remis sur la table à Montpellier, on a parlé aussi lors de la REF. Donc c'est un sujet qui est important dans un contexte où effectivement, historiquement, c'est un ensemble de pays qui partagent la même langue. C'est le moteur commun, puisqu'on parle de francophonie, et qui ont une histoire commune, parce qu'effectivement cette histoire, elle est née pour beaucoup de la colonisation. Donc c'est un élément important à rappeler. Il se trouve qu'aujourd'hui, bien sûr, la décolonisation date maintenant de plus de 60 ans. Donc, beaucoup de générations actives n'ont pas connu cette colonisation. Donc, forcément, il y a un historique, mais il y a aussi une situation nouvelle qui fait que cette génération qui, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, est soit au pouvoir politique ou en tout cas détient le pouvoir économique, n'a pas vécu la colonisation et donc n'est pas comptable forcément de cet attachement historique, même si cette génération parle encore le français, mais avec une ouverture très forte vers de nouveaux horizons, puisque la langue du business devient de plus en plus anglophone, on parle de plus en plus d'autres langues, des gens de plus en plus vont faire des études dans d'autres pays que la France, contrairement à des générations précédentes où il y avait un lien direct, même pour faire des études supérieures, le chemin était directement la France. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un socle historique avec 300 millions de personnes parlant encore le français, partageant la même langue,
Mais ce socle de langue n'est pas basé sur le même soubassement historique qu'il y a 20 ans, qu'il y a 40 ans, qui était une histoire coloniale commune, qui était une éducation avec un lien avec la colonie. Donc aujourd'hui, il faut repenser cette francophonie parce que les acquis historiques de la colonisation sont en train de se perdre. Les pays sont en train de découvrir de nouveaux partenariats et dans quelques années, parce que les générations futures n'auront plus ce lien. Tout à fait. C'est ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, il y a une évolution de l'histoire et il faut que dans ce cadre-là, cette francophonie qu'on promeut évolue aussi pour tenir compte de ces nouvelles donnes. On en reparlera quand Merci. on partie économique. On va revenir sur cette partie. J'aimerais juste avoir le sentiment des uns et des autres. Karen, peut-être de votre côté. Donc Karen Canessa, vous êtes la co-chair de African Youth Forum for Europe. Donc votre vision. African Diaspora Youth Forum in Europe. Justement, je suis contente d'avoir pu entendre en tout cas ce qui vient d'être dit maintenant tout de suite. Et c'est ce que j'expliquais déjà il y a un petit moment. C'est que nous, notre organisation, elle est assez spécifique dans le sens où on a commencé d'abord à développer la partie anglophone en fait, de notre organisation. Puis très vite, on s'est rendu compte que voilà, on devait également développer la partie francophone qui allait nous permettre justement d'être beaucoup plus en contact avec la jeunesse de la francophonie, voir justement ce qu'il est important de faire en matière d'innovation dans la francophonie, que ce soit sur le continent africain ou que ce soit également en Europe. Et il faut quand même l'admettre, il y a pas mal justement de challengers, je le dis déjà en anglais, il y a pas mal de compétitions justement en matière d'attraction et d'attractivité pour les projets et les investissements à faire dans la jeunesse. Il y a de plus en plus de jeunes francophones qui se retournent vers l'anglais tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile justement de s'ouvrir et d'avoir plus d'opportunités, que ce soit en matière d'entrepreneuriat, que ce soit en matière d'employabilité. Justement, Madame la représentante de la RDC ici dans ce débat le disait, il faut pouvoir justement prendre en compte les défis de la jeunesse d'aujourd'hui. On le disait encore, qu'on le soit à 300 millions de jeunes en francophonie maintenant, ou alors au double en 2050. En 2060, 2050. Les problématiques resteront les mêmes si on n'aborde pas le problème à la racine, c'est-à-dire que peut-on mettre en place comme stratégie en francophonie pour justement arriver à diminuer, parce qu'on n'arrêtera jamais, à diminuer justement les problèmes de chômage, les problèmes de recherche d'emploi, les problèmes d'éducation tout simplement à la base. Et donc on s'est dit qu'on a pu voir qu'il y avait une différence entre la manière dont les anglophones abordaient justement cette problématique. Ils sont beaucoup plus enclins, ne me faites pas mon vrai procès, beaucoup plus enclins à l'innovation, à directement chercher la différence, à justement promouvoir, que la francophonie qui est encore on va dire dans la précaution, à faire attention au manque à gagner. Et je pense qu'une fois qu'on aura accepté et qu'on aura fait ce changement justement de mentalité, d'état d'esprit, on arrivera vraiment à être en compétition avec le monde anglophone. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on en remarque. Mais c'est aussi notre culture, Karen. C'est un problème de culture, c'est culturel. Et une fois qu'on aura dépassé justement ces obstacles-là qui sont vraiment dans nos esprits et dans notre imaginaire, et plus vite justement on pourra être en compétition avec tout ce à fait. qu'on peut faire dans le monde anglophone. Mais avant de poser la question à Guillaume qui est juste à côté de moi, moi je suis née à l'île Maurice, un pays qui est francophone, qui fait partie de la francophonie, et aussi on est anglophone. Et j'ai fait mes classes dans le système anglais. Donc ensuite j'ai fait Cambridge. Je vis en France aujourd'hui et je passe 80% de mon temps à parler anglais. Et c'est tellement dommage. mais je rejoins un peu cette vision et je comprends ce que Karen vous essayez d'apporter. Donc peut-être juste avant d'aller plus loin dans cette discussion, Guillaume Bonnard, vous êtes le vice-président de Thomson Broadcast et donc vous justement en tant que média, quelle est votre vision, qu'est-ce que vous voyez et éclairez-nous. Alors c'est quand même un vaste sujet parce qu'en fait je vais faire un peu la jonction entre les deux parce que je trouve ça très intéressant. Je pense que d'abord, la première question, c'est de se poser, mais qu'est-ce que la langue, enfin, qu'est-ce qu'apporte une langue, en fait? Parce qu'une langue, c'est un véhicule.
C'est un véhicule de valeurs, c'est un véhicule de tradition, c'est un véhicule culturel, la langue. Et donc, ce qui a été apporté par la langue française il y a des décennies, répondait à une attente bien particulière. Ce qui n'est évidemment plus le cas aujourd'hui. C'est là où je vous rejoins. Effectivement, il y a une espèce de compétition qui s'est mise en place. Et nous, on le voit, enfin, on en parlera plus tard, mais en termes de business, d'affaires, pardon, eh bien, en fait, c'est vrai que on voit qu'il y a une compétition colossale sur un sujet qui est fondamental, qui est celui du contenu. Et qu'en fait, voilà, vous disiez vous-même, vous avez été à l'île Maurice, un contexte totalement, je dirais, biculturel. Enfin, tout à fait. L'île Maurice, c'est une mixité Absolument. très importante. Vous êtes là en français, vous avez fait des études en anglais. Et en fait, c'est ce qu'on constate, enfin moi, à ma modeste échelle, ce que je constate aussi sur le continent africain. C'est-à-dire qu'effectivement, les opportunités ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, un jeune étudiant assis à Kinshasa, à Brazza ou bien à Abidjan peut étudier au MIT. Ce qui ne se passait pas avant. Avant, il fallait, on allait en France essentiellement. Aujourd'hui, l'ouverture est globale. Donc il y a un vrai challenge pour la francophonie de se positionner et d'être capable d'offrir autre chose. Une remise en question, à mon avis, de cette vieille dame qui est, je veux dire, avec toutes les lettres de noblesse qu'elle a pu acquérir, mais qui aujourd'hui peut-être patine un peu parce qu'elle n'est peut-être pas capable de se faire entendre par cette jeunesse qui a d'autres attentes. Alors aujourd'hui, les attentes de nos parents, de nos grands-parents sont évidemment pas les mêmes. Et il faut pouvoir y répondre parce que sinon on va les perdre en route. Et qu'évidemment, on le voit bien, hein, nous on le voit, comme je disais tout à l'heure, la bataille du contenu est colossale. En Afrique, c'est devenu un terrain d'une bataille qui va être homérique parce que c'est le plus grand marché mondial. C'est un des plus gros marchés de consommation de contenu au monde. C'est aussi un des plus gros fabricants de contenu. Le fameux Nollywood, je veux dire, on rigole, mais c'est quand même quelque chose de très très important. Absolument. Et ça ne fait que s'accélérer. Et donc là, l'impact du contenu a un impact dès le plus jeune âge. Puisque quand vous avez 5 ans et que vous regardez des séries ou des dessins animés, si vous les regardez en français, en anglais ou en chinois, c'est pas du tout la même chose. Ou en coréen. Ou en coréen. Ah, absolument, absolument. Et on le voit, sans compter tout, je dirais, ce que la France a fait à une époque, avec tout cette espèce de logistique, donc la fameuse logistique coloniale, en fait, où véritablement c'était, depuis le berceau jusqu'à la fac, jusqu'aux études, d'autres pays le font aujourd'hui. Les Chinois savent très bien faire ça, ils le font admirablement bien, ils mettent des moyens absolument colossaux. Donc là, il y a un vrai sujet d'accompagnement, je pense, mais aussi dans la diversité. Parce que l'Afrique, c'est un continent plus que divers. Et il y a un respect absolu de cette diversité à apporter, je pense. Merci Guillaume. Géraldine, donc je vous laisse respirer un peu. Donc voilà, c'est une plateforme d'investissement, donc c'est ça. Donc juste très rapidement quelques mots sur votre plateforme et puis votre vision sur la question de la francophonie. Alors, Acte 05, c'est pas une plateforme d'investissement, mais on accompagne les investisseurs ou les occidentaux, entreprises qui veulent aller sur le marché africain. Donc on va essayer de combler le fossé qu'il y a. Par exemple, lorsqu'il y a des voyages économiques avec des gouvernements ou d'autres entités, de faire le suivi sur place, de faire le suivi, de trouver des partenaires, des investigations avec un recrutement, ce genre de choses. Donc ça, c'est la partie de l'Occident vers l'Afrique. Après, de l'Afrique vers ici, donc nous, on est à Bruxelles, donc je suis en retard parce que j'avais des réunions avant. On a un bureau pas loin, justement ici. Et ici, on accompagne plus les Africains. Et c'est vraiment un positionnement stratégique qu'on veut sur le long terme parce qu'il n'y a pas encore vraiment de bureau identifié en tant qu'Africain qui accompagne les Africains en secteur public et secteur privé. Et là, comme on débute, il y a énormément d'organismes, beaucoup de lobbies qui tournent autour de un petit peu tout. Il y a de gros cabinets qui font de l'Afrique, comme ils disent. Donc c'est des gros cabinets, et puis dans un département, il y a une personne qui fait de l'Afrique. Et il n'y a pas un cabinet qui est africain, qui traite, qui accompagne les Africains. Donc ça, c'est ce que nous voulons faire ici à Bruxelles. Et là, ça va des facilitations, c'est hyper varié. D'accord. C'est pas de la recherche de fonds d'investissement ou lié uniquement à l'UE. Bon, on travaille évidemment avec
avec les OCP et tout ça, hein, mais Bien c'est sûr. vraiment, en plus on a commencé en 2020, donc tout ça c'était fermé. Mais justement, Géraldine, Donc, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Vous êtes avec ces acteurs, vous les voyez évoluer, et donc du coup, qu'est-ce que vous voyez sur le terrain? Je les vois évoluer. Donc, avant d'être à Acte 05, en fait, j'ai travaillé pour PwC et c'était la partie conseil, secteur public, Afrique francophone. Donc PwC Paris. Et avant ça, c'était pour la Banque africaine de développement sur des choses similaires. Donc oui, c'est des questionnements que je vois beaucoup. Et bon, je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à ce qu'ils ont dit, mais moi, en termes de stratégie, Karen a parlé de stratégie. Vous avez parlé de culture et de diversité africaine. Abdou, tu as parlé tu as parlé aussi de ce passé colonial qui est passé, justement. Et que, Justement. Du coup, les jeunes ne s'identifient voilà, plus. Il n'y a plus ce lien. La spontanéité. Enfin, je ne sais même pas la spontanéité, c'est que c'était un couloir, en fait. Hein, il n'y avait pas des choix. C'était un couloir, on y allait. Voilà, nos parents faisaient puis sont rentrés. Enfin, on a tous connu ça. Maintenant, comme c'est parti, je pense que de mon point de vue, la stratégie ne peut être de la francophonie de manière générale. C'est une stratégie qui commence en Afrique. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de réussite de la francophonie si la stratégie primordiale n'est pas africaine. Parce qu'en 2050, donc les 300 millions de francophones en 2018, il me semble, 300 millions, plus de la moitié étaient africains. En 2050, ça sont 70% qui sont sur le continent Là, on est à africain. 60% à peu près. Hein. Oui. Et sur les 70%, les jeunes, enfin, pas sur la totalité de la francophonie, les jeunes seront à 90% en Afrique. Donc, en gros, la stratégie africaine, la stratégie de la francophonie, c'est une stratégie africaine. Sinon, il n'y a pas de francophonie, tout simplement. Et après, ça ne sera pas forcément, d'après moi, ça ne sera pas forcément sur des aspects culturels, parce que, bon, moi, je suis rwandaise, comme vous, nous, on prend les opportunités. Hein. Autant dire que ce n'est pas l'aspect culturel qui nous intéresse. C'est vraiment, on prend les opportunités. Vous avez parlé des Chinois, des Coréens, maintenant il y a les Russes. Franchement, tout le monde cherche une porte. Du coup, les jeunes comme moi, comme il n'y a plus le couloir colonial, on va prendre où ça nous arrange. Et donc, si la stratégie de la francophonie n'est pas en Afrique, on va juste... il n'y aura plus de francophonie. Et après, en termes d'emploi, on est tous là, on navigue linguistiquement entre le français et l'anglais, mais les métiers de l'avenir, c'est tout ce qui est IA, tout ce qui est dans le digital, tout ça. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas travailler en français si on le voulait, parce que ces matériaux n'existent pas en français. Un codeur ne parle pas français, tout simplement. Donc, la francophonie, c'est pas pour être alarmante, mais ça disparaît si on n'investit pas sur l'Afrique, tout simplement. On parle de l'anglais, donc c'est vraiment Karen, c'est ce que tu disais, hein, tu disais la culture anglo-saxonne fait qu'ils sont innovants, ils font les choses pas comme nous. Peut-être nous on est un peu plus traditionnel, un peu plus conservateur dans notre approche. On l'a été, en tout cas on évolue. Pourquoi justement ce retard et comment est-ce qu'on peut faire? Je ne parle pas de compétition avec l'anglais, mais c'est juste de garder notre rayonnement et même de promouvoir encore plus loin ce rayonnement du français. Et il y a plusieurs mois, en septembre, j'ai assisté à une réunion à Bucarest avec l'AUF, donc l'Agence universitaire de la francophonie, sur la francophonie scientifique. Et on a parlé de ces sujets, de l'éducation, avec les universités en Afrique, quel rôle justement ils peuvent jouer et comment réimaginer cette francophonie scientifique, donc comment on va créer des programmes pour éduquer nos jeunes et d'aller dans ces directions-là. Donc, quelle est votre vision? Quel plan d'action? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, justement, pour pas utiliser le mot concurrencer ou rivaliser avec l'anglais, mais en tout cas, pour préserver et même promouvoir, justement, le rayonnement du français et de tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire la francophonie économique, scientifique et même sociale, si je puis dire. Donc, peut-être à vous, juste une réflexion là-dessus. Je pense que c'est un sujet, entre guillemets, casse-tête, mais extrêmement important aujourd'hui. Et ça rejoint ce que Géraldine disait. Aujourd'hui, il est important que la francophonie se réinvente. Parce qu'on ne peut plus, comme ce qui s'est passé durant ces 20 dernières années, dormir juste sur les acquis de la colonisation pour considérer que c'est de l'acquis. Il faut, et c'est ce que je disais à Ambition Africa, que la francophonie reséduise les jeunes. Pour pouvoir, aujourd'hui,
comme ce qu'ont fait les Coréens. Les Coréens, aujourd'hui, sont en train de séduire la jeunesse africaine. Et moi, je suis surpris quand je vois les gamins parler coréen. Parce qu'ils ont mis en place un dispositif extrêmement pertinent pour accaparer l'attention des jeunes. Et je pense que c'est cette réinvention que la francophonie devrait avoir. Se réinventer, c'est-à-dire effectivement travailler sur les centres d'intérêt de la jeunesse, donc les sujets de contenu qui intéressent la jeunesse aujourd'hui. Il faut que la francophonie se réapproprie. Quand je dis la francophonie, c'est à la fois la France et l'Organisation internationale de la francophonie, puisque c'est son rôle de promouvoir le développement de la francophonie, pour justement ne pas considérer que, oui, c'est des anciennes colonies qui continuent à parler français, donc elles vont continuer à parler français. Non, il faut créer ce lien et cet intérêt pour la langue française. Géraldine le disait, aujourd'hui, on a une jeunesse opportuniste. Elle adore du contenu et en fonction de ce qui lui est proposé en contenu, elle s'adapte dans les langues qui proposent le contenu que cette jeunesse cherche à acquérir. Donc il faut que justement il y ait ce travail de réinvention. Et il faut aussi qu'on soit vigilant sur tous les sujets qui peuvent créer de la crispation et du rejet entre guillemets anti-français. Aujourd'hui, on l'a vu durant ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'actions de rejet anti-français qui quelquefois se sont basées sur des éléments purement symboliques, notamment sur toutes les décisions sur le franc CFA qui ont créé de la frustration. Donc il faut une combinaison des deux. D'une part, donc réimaginer en reséduisant cette jeunesse. Et bon, je me concentre sur l'Afrique parce que très clairement aujourd'hui c'est le berceau. Il n'y a pas de francophonie sans l'Afrique. Et d'un autre côté, être très vigilant sur tous les actes qui pourraient remettre en cause justement ce lien avec la francophonie. Je pense que c'est deux éléments moteurs du plan d'action et il faut y aller. Il faut aller vite parce que la nature a horreur du vide. Et aujourd'hui, beaucoup d'autres acteurs se sont positionnés. Merci Abdou. Peut-être Karen, juste une réaction là-dessus. L'attractivité, comment on peut créer justement cette attractivité pour les jeunes pour que ça devienne justement, c'est pas un second choix, mais que les gens aient envie justement, par exemple, au lieu de se dire toujours d'aller faire ses études dans des universités anglo-saxonnes et de revenir en France comme c'était, je ne sais pas, c'était comme ça auparavant, c'était très attractif et puis finalement on a perdu ce rayonnement. Qu'est-ce qui manque pour être plus attractif ? Réponse pratico-pratique, il faut une stratégie sur mesure en fait pour la jeunesse de la francophonie, j'allais dire la jeunesse africaine lapsus, voilà, de la francophonie comme le disait tous, et voilà, il faut recréer ce sentiment d'appartenance quelque part qui était plus ou moins fort au temps des colonies, mais maintenant ce que vit la jeunesse de la francophonie, ce que désire la jeunesse de la francophonie, il faut le prendre en compte. Ce qui veut dire que lorsque l'on va dans les tables de négociation, que l'on décide de mettre en place une stratégie sur 2, 3, 4, 5 ans, on va dire peut-être même 10 ans, on puisse également avoir des jeunes autour de la table, tout simplement. Je pense que l'une des premières revendications que l'on entend souvent, c'est voilà, il n'y a pas de jeunes autour des tables de négociation. Donc comment est-ce que vous pouvez vous projeter à la place des jeunes pour savoir ce qui sera important dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans? Il suffit juste de prendre le système éducatif, que ce soit en Europe ou en Afrique, il y a une crise. Pourquoi? Parce que les acteurs qui sont autour de la table ne sont peut-être plus au fait à même de comprendre quelle est la réalité actuelle. C'est-à-dire ce que l'on étudiait qui était censé être important en sciences, justement, comme tu disais, il y a 10 ans, mais n'est plus maintenant. En informatique, c'est la même chose. En culture également, ce n'est plus la même chose. Ce ne sont plus les mêmes œuvres qui ont la même valeur. Et ça, c'est un choc, je pense, que des fois, sur le vieux continent, on a du mal à accepter. Que voilà, il y a eu un changement dans les perceptions et qu'il est temps, justement, de mettre en place une stratégie sur mesure. Et pour moi, ce qui est important, c'est de prendre également le temps de la mettre en place.
C'est pas vite en Tout à fait. qu'il y a une nouvelle priorité pour tel ou tel forum, qu'on doit travailler pendant 1 année, 6 mois d'arrache-pied pour sortir un document. C'est qu'il faut s'y prendre à l'avance, mettre en place justement le contexte nécessaire et l'environnement nécessaire pour que quelque chose de vraiment efficace puisse en sortir. Et je pense que c'est là où, encore une fois, le monde anglo-saxon a quelque part une certaine avance sur la manière dont elle peut voir justement ce genre justement de rapport. C'est qu'il est important de prendre en compte aussi les publics cibles, au fait. Tout simplement. Il y a plus d'agilité parce que aussi... On se dit, voilà, qu'est-ce que vous désirez? On pose la question. Qu'est-ce qui est important pour vous? Comment on peut vous aider pour arriver à... On est peut-être un peu trop conservateur. Hein. Donc chacun a sa place et tout est hiérarchisé du top-down pour certaines choses. Et je trouve ça dommage parce qu'on est quand même déjà au XXIe siècle et que les choses avancent tellement vite qu'il est temps qu'on se mette à la page. Et Géraldine, ça te parle? Oui, ça me parle. Oui, ça me parle. Après, moi, j'ajouterais, j'observe, je ne sais pas, c'est peut-être un ressenti, mais j'observe quand même un petit... Il y a... Une évolution, un changement? Si, bien sûr, il y a des changements et des évolutions à plusieurs niveaux, à plusieurs vitesses, mais il y a quand même un traitement différent des pays porteurs de la francophonie, donc la France, il fut un temps la Belgique a complètement est partie sur toute une autre stratégie, et Karen peut très bien un petit pays, mais qui avait de grosses polémiques en Afrique francophone, et qui s'est calmé, qui est parti sur d'autres stratégies, justement, c'est intéressant à voir. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et donc il reste la France, qui reste le pays qui représente, enfin, il y a de manière symbolique. Pour lesquelles la francophonie, c'est la France. Voilà. Et donc, c'est perçu dans le monde. C'est perçu comme ça. C'est perçu comme ça. Et j'observe, pour compléter ce que Karen a dit et ce que Abdou a dit aussi, c'est que le passé colonial est passé, mais la France a énormément de mal à se situer dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que eux, ils ont, mais c'est normal, hein, c'est un peu comme si je disais à mes parents de changer, mais jamais je vais demander à mes parents de changer, quoi. C'est juste qu'à un moment donné, il faut qu'ils acceptent que eux, ils peuvent pas changer, que moi, bon, j'ai un peu d'eux, un peu de mon environnement, et que du coup, ils m'écoutent. Voilà, parce qu'on change pas comme ça. Et un pays comme la France qui a été si grand pendant si longtemps, on change pas. Mais il y a juste l'acceptation, et ça c'est très difficile, l'acceptation des évolutions locales et dans les autres pays qui, à l'époque, étaient considérés comme, c'est même pas comme les enfants, c'est des enfants. Donc maintenant, les écouter, c'est très difficile pour la France. Et je le vois, c'est vraiment un rapport que la France a avec ses anciennes colonies. Parce que la France au Kenya n'est pas la France en Côte d'Ivoire. Hein. Moi, j'ai fait des missions avec eux. La France au Kenya... la France ne traite pas les Kenyans de la même manière. C'est des Africains, ils partagent plein de problématiques avec les Ivoiriens, mais on va être dans la négociation, on va être... ils font du business. Et une fois que la France passe de l'autre côté, on se dit, mais... on est retourné dans le passé, enfin voilà, on perd, limite, moi je suis... C'est ce que disait... Voilà, et je pense que les gens de mon âge, à un moment, ils font... C'est ce que disait Karen. Allez hop, je laisse tomber, je vais faire mes business avec qui d'autre, voilà. Justement, c'est la mentalité qui est un peu différente entre les pays anglo-saxons aussi et francophones. Exactement, et ce postulat, il faut, une fois que la France aura accepté de travailler là-dessus, et de vraiment de choisir qu'est-ce qui est important pour elle et pour la francophonie, parce que pour le coup, la politique africaine de la France, c'est la francophonie, clairement. Donc, une fois qu'elle aura choisi et accepté ce qui est important pour elle, c'est-à-dire être présent économiquement, qu'ils fassent une stratégie économique et que petit à petit ils sortent de ce carcan qui au final pèse sur des entreprises privées. Je ne sais pas, moi quand je discute avec des PME ou des grosses boîtes françaises, en fait elles aussi elles en ont marre.
à la fin. Est-ce qu'il y a un amalgame entre le privé et ce que fait l'Élysée? Donc, franchement, ça commence à être lourd pour un peu tout le monde. Et justement, on revient sur une conjoncture assez cette stratégie dont parlait Karen et ce que tu disais, Géraldine. Peut-être, Guillaume, juste une réaction sur ce qui vient d'être dit. Et est-ce qu'on ne devrait pas justement redéfinir ce qu'est la francophonie, déjà dans un premier temps, pour avoir justement cette stratégie dont on parle, pour que ça soit plus clair pour les générations qui nous regarderont peut-être via le replay, et ce sera plus clair pour tout le monde. Est-ce qu'on a un peu échoué à faire, ou peut-être on prend du temps pour y arriver? Je pense que c'est quand même un problème ultra complexe, parce que c'est quand même 250 ans d'histoire dont on parle. Donc c'est pas... On peut pas tirer... Pas un revers de main. On peut pas dire du jour au lendemain, on fait comme si ça n'avait pas existé. C'est pas possible. Nous sommes le produit de cette histoire, à un moment ou à un autre. Alors après, la différence, c'est qu'il y a aujourd'hui, il y a eu une inattention particulière face à la jeunesse africaine. Et que les gens ne se sont pas rendus compte que les gens avançaient. Et qu'en fait, il y avait deux niveaux, ou plusieurs, mais enfin, il y avait le niveau, si j'ose dire, à l'ancienne, qui lui était toujours en phase. Parce que tout le monde y trouve son intérêt. À un moment donné, il faut être aussi cash. Tout le monde trouve son intérêt dans la situation. Et puis, il y a une autre phase de la population, eux les jeunes, qui n'y ont jamais trouvé leur intérêt. Et qui se sont dit, mais c'est où je me débrouille tout seul, ou je ne fais rien. Et on en rencontre, enfin moi je sais que je voyage pas mal en Afrique, et je rencontre un paquet de jeunes Africains et Africaines, beaucoup d'Africaines d'ailleurs, qui sont des entrepreneurs absolument incroyables, qui se sont dit à un moment donné, mais je ne vais pas attendre l'aide de machin, l'aide de trucs, parce que de toutes les manières, je reviens dans ce système-là. Et beaucoup de ces jeunes ont avancé. Et en gros, c'est, comme vous le disiez un petit peu, c'est j'avance, je vais là où j'ai les opportunités, j'ai mes partenaires à droite, mes partenaires à gauche, j'ai plus l'obligation morale de tenir le partenariat avec le pays phare, donc je vais ailleurs. Et là, je pense qu'il y a eu un blocage, à mon avis, légitime ou pas, j'en sais rien, mais qui était un peu ce complexe de l'ancien pays colon, qui est comment est-ce qu'on aborde la situation. Parce que c'est très compliqué. Moi, j'ai aucun état d'âme. Je veux dire, je ne me sens pas non plus le produit d'un pays colon. Je veux dire, ma génération n'est pas celle-là. Donc, je ne me sens pas redevable de quoi que ce soit. Je suis un observateur, mais je ne suis pas non plus ignorant du passé. Bien sûr. C'est important. Mais, pardon ? J'ai dit c'est important. Et donc, mais en revanche, le système, lui, met beaucoup de temps à changer. C'est ça le problème. C'est qu'on a un système qui va très vite aujourd'hui. Les gens n'ont plus de temps d'attendre. Et on a un vieux système qui fonctionne encore pas mal. Il faut être honnête. C'est quand même un système qui a des bases bien, et des fondations bien solides, bien ancrées. En tout cas, dans certains pays, c'est bien ancré. Et qu'effectivement, à un moment donné, ça ne convient plus, mais à un moment donné, ça convient encore. Donc, il y a une espèce d'aller-retour entre je ne veux plus, mais j'en veux encore, tout en ne voulant plus. Bon, donc c'est très compliqué. À mon avis, c'est compliqué des deux côtés. C'est très compliqué de s'en affranchir, des deux côtés. Et puis, il y a quand même, je veux dire, on ne peut pas l'ignorer, mais il y a des générations entières de familles totalement biculturelles aussi. Il y a un pont qui a été fait entre ces deux continents, et il y a des produits qui sont des familles entières, des enfants, qui sont tout simplement le produit de cette richesse culturelle. Et ça, c'est très compliqué. Nous, dans le business, on n'a pas tellement on n'a jamais, enfin moi en tout cas, j'ai jamais ressenti, c'est un sujet important quand même, on m'a jamais fait ressentir que j'étais blanc en Afrique, je le dis parce que c'est important. Je n'ai jamais reçu, j'ai toujours reçu des accueils absolument normaux, je veux dire. Et en tant qu'industriel, on n'a jamais eu cette espèce de stigmatisation en disant, voilà, l'Élysée, le machin, le truc. Parce que je pense qu'on tombe sur des gens intelligents et que généralement avec des gens intelligents, on trouve toujours avoir des bonnes discussions. Mais c'est vrai que la francophonie va devoir à un moment donné sans doute changer avec la fameuse expression de logiciel pour écouter un peu plus que parler. Il y a un proverbe indien qui dit, je crois, on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Et je trouve ça pas mal. Et je pense qu'on devrait peut-être à un moment donné, comme vous le disiez, Géraldine, très fortement écouter la jeune génération et en gros poser la question toute bête dans un business stratégique qui dit, qu'est-ce que nos clients veulent de nous ? En gros, vous voulez quoi en fait ? C'est ça. Qu'attendez-vous de nous ?
Et une fois qu'on aura compris ce qu'ils attendent, là, on peut bâtir une stratégie. Mais on a aussi la problématique de ne pas être le challenger. Les Coréens, les Chinois sont des challengers, les Russes sont des challengers. Donc là, il n'y a aucune... on ne se pose pas de questions. Quand on est challenger, on le voit en politique, mais tous les coups sont permis. Parce qu'en fait, on n'a rien à perdre, on n'est pas en place. En revanche, quand on n'est pas le challenger, c'est compliqué, parce que ça fait des années qu'on a mis en place des systèmes qui ont été plus ou moins bons, on est d'accord, mais qui sont quand même en place. Et les challengers, eux, on le voit. Moi, j'ai vu dans des pays où tous les coups étaient permis, avec des résultats absolument terribles pour la population, parce qu'à la fin, ceux qui payent sont toujours les mêmes. Hein. Je veux dire, faut pas se tromper. Hein. Ceux qui gagnent sont toujours aussi les mêmes, mais ceux qui perdent sont toujours les mêmes. Ouais, c'est mon travail au quotidien sur le terrain en tant que journaliste, et je le vois, malheureusement. On voit bien qu'il y a des régions entières qui ont été saccagées, parce que certains pays de challenger, y a pas de, ils mettent, ils y vont gaiement, et avec une problématique de la langue, puisque en même temps ils déroulent des formations, des partenariats avec des grands pays, etc. Ce qui est effectivement très intéressant, mais on l'a vu, l'histoire est intéressante quand même. La Russie était très présente en Angola, à un moment donné, dans les années 70. Moi, j'étais sidéré à un moment donné de voir beaucoup d'Africains parler russe. C'est pas commun quand même. Moi, j'étais en Guinée et ça m'a surpris. Et donc, on en voit quand même qui parlent russe, mais parce qu'en fait, je pense que la langue en Afrique est aussi le produit d'une histoire. Oui, bien sûr. On a une influence russe. Certains pays ont parlé russe. La France, d'accord. L'anglais, bien sûr. Le portugais. Là, maintenant, on arrive à des générations entières qui vont parler chinois. C'est clair. C'est clair. Je pense que là, il y a... Il y a un gros sujet. On a du travail en tout cas, mais l'heure tourne et peut-être juste une dernière question pour terminer, clôturer. Malheureusement, on peut parler longtemps, c'est un sujet, en tout cas moi, qui me passionne. Et la francophonie économique, est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce qu'elle serait la solution finalement pour avancer et créer justement ce rayonnement, cette attractivité et l'innovation dont tu parlais, que les anglo-saxons ont su justement utiliser pour saisir ces opportunités pour mettre en place. Est-ce que la francophonie économique, utopie, ça existe et est-ce que ce serait une solution? Abdou. Pour être honnête, moi j'ai une double casquette, parce que je suis quand même en charge de ce côté Afrique au sein du patronat marocain. Donc forcément, quand je suis invité aux rencontres de la francophonie économique ou quand il faut préparer Djerba, on parle de la francophonie économique, mais en véritable panafricain, je suis contre les clivages économiques entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Ça a extrêmement retardé le continent et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de construire la zone de libre-échange continentale africaine. Avec la ZLECAf, on ne peut pas construire des relations économiques basées exclusivement sur la langue. Il faut autre chose. La relation économique France-Afrique, j'en suis convaincu. Maintenant, est-ce qu'on doit l'appeler francophonie économique? Je ne suis pas fan de la francophonie économique. Je suis plutôt fan d'une Afrique économique où il y a de l'intégration régionale, où on construit cette zone de libre-échange continentale, où il n'y a plus de clivage qui a beaucoup fait souffrir le continent entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone, parce qu'effectivement, on voit des montages compliqués. Comment on peut imaginer une Côte d'Ivoire et un Ghana qui ne soient pas ensemble sur des sujets comme le café cacao qui parlent. Oui, tout à fait. C'est pas parce qu'ils sont... c'est des pays frontaliers qui parlent. Comment on peut imaginer une absence de... une je dirais une coopération économique entre le Sénégal et la Gambie basée uniquement sur une question de francophonie. C'est pas parce que la Gambie est anglophone. C'est deux pays qui ont des relations fortes, y compris des pays lusophones, hispanophones, arabophones. Aujourd'hui, francophonie économique, c'est un slogan. C'est peut-être encore des relents de cet état d'esprit, d'une histoire de la France, de cette puissance économique française, mais aujourd'hui,
c'est très bien pour se réunir entre patronats, c'est très bien pour organiser des forums en parler sur le terrain. Moi, je suis, Point de vue intéressant, Abdou. Je suis totalement en déphasage avec cette francophonie. Mais justement, ça me fait, je pense à l'OADA, qui a essayé d'harmoniser un peu justement le business en l'harmonisation des droits des affaires en Afrique pour créer une zone économique un peu plus, où c'est plus facile de faire du business grâce à justement cette harmonisation, mais qui est plus justement panafricain que concentré sur les pays francophones ou anglophones. Après, quand et ils galèrent, c'est pas simple. Après, quand on harmonise du droit, il y a différents types pour faciliter le droits, business, pour faciliter parce que les affaires. C'est du droit ayant une même source de base. On peut harmoniser le droit pour un certain nombre de pays, on peut harmoniser un certain nombre de choses en pays, mais à la base, quand on parle d'économie, aujourd'hui on est dans un monde totalement ouvert. On ne peut pas avoir des clivages exclusivement basés sur la langue. On a des régions, on a des forces et des faiblesses, des avantages comparatifs sur un certain nombre de secteurs, oui, mais basé uniquement des relations économiques sur la langue, je pense que ça peut faciliter, mais on peut pas construire tout à fait. une économie. En tout cas, pour l'Afrique, ça ne fera qu'augmenter les clivages et c'est pas le moment. Aujourd'hui, on est dans l'intégration régionale et on est dans la zone de libre-échange continental. Merci Abdou. Réaction rapide, Guillaume. Je suis parfaitement d'accord et surtout, moi j'ajouterais un paramètre, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique choisit. Je veux dire, c'est ça la différence, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique ne choisit plus simplement en fonction de son... Comme on l'a dit, je veux dire, l'Afrique francophone, direction Paris. L'Afrique lusophone, direction le Portugal. L'Afrique anglophone, direction Londres. Bon, c'était clair. Ça arrangeait tout le monde, enfin en tout cas certaines personnes. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, la francophonie des affaires, c'est là où je vous rejoins, c'est que effectivement que dans le dialogue, dans la négociation, la discussion, la partie légale, la partie comptable, la partie financière, c'est très simple. Mais ça, ce ne sont que des outils opérationnels. En revanche, en face de nous, maintenant, on ne peut plus avoir cette attitude qui est de dire parce que je suis une entreprise française et que je vais en Afrique francophone, donc j'ai droit à certains privilèges et que ça doit faciliter. Vous me choisissez. Oui, bien sûr. On va même pas discuter. Dire, je m'assois, on signe. Ouais. Non. Maintenant, c'est ça le vrai changement aujourd'hui. Et on revient par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent. Et en fait, la question aujourd'hui, c'est que je pense que le grand traumatisme, entre guillemets, de la France, c'est que l'Afrique choisit. Et c'est là où tout d'un coup les gens se disent réveillent. Comment ça se fait ils choisissent. Donc ils sont capables d'être des concurrents. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Pendant 30 ans, on leur a vendu le truc. Pourquoi est-ce qu'ils vont voir les concurrents? Et donc il n'y a jamais de remise en question. Et moi je trouve ça très positif. Parce que qui dit choix, dit concurrence. Qui dit concurrence, dit une obligation pour les entreprises françaises d'être encore plus performantes. Et qui donc va jouer sur la francophonie, puisqu'on va se dire, attends, si on ne veut pas qu'ils aillent voir le coréen ou le chinois, il va falloir qu'on mette un booster sérieux et qu'on se remette en question sur et qu'on... de la collaboration, de l'éducation, de la santé, la collaboration au niveau de la culture, etc. Ouais. Et ces affaires-là vont avoir un cercle vertueux, mais qui ne va plus être dans le cercle vertueux, je dirais, de la France, de la francophonie, vers l'Afrique, mais plutôt de dire, attention, de l'Afrique vers nous. Parce que le choix se fait là. Et moi, j'ai juste une petite anecdote. J'ai raconté ça à Madame la Ministre. Il y a je suis très souvent dans différents ministères. Et dans un des grands ministères prestigieux parisiens, j'avais une réunion avec des gens très intelligents. Comme tous. Comme très souvent. Une jeune personne très intelligente, 24-25 ans, donc une très longue expérience de l'Afrique. Je pense qu'il devait avoir un tampon sur son passeport. Et il m'expliquait en fait ce qu'était l'Afrique. Donc je l'écoutais avec beaucoup d'attention parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Et il m'expliquait, oui, de toute manière, vous savez, monsieur Bonnard, avec l'Afrique, il n'y aura jamais aucun problème. Alors, je me dis peut-être qu'il a raison, j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Vous savez, ça fait depuis tellement longtemps qu'on est en relation avec eux. Alors là, je me dis, là, on a un problème. Enfin, comment est-ce que je vais essayer de convaincre cet homme très intelligent que c'est peut-être pas tout à fait réellement la réalité? Et je ne trouvais pas d'argument. Et puis tout d'un coup, je lève les yeux et sur le mur, je vois une carte. La carte classique du monde, que tout le monde connaît. Et je me lève, donc là, surprise, parce que généralement, dans ce genre de bureau, on ne se lève pas sans autorisation. Je décroche la carte du mur et je la retourne. Et je dis, voilà, je n'ai pas d'explication à vous apporter, plus que simplement vous retournez la carte. Et vous montrez à quoi ressemble l'Afrique. L'Afrique, c'est les États-Unis, la Chine et la Russie, en superficie. Et quand je vous retourne la carte et que je mets l'Afrique au-dessus, c'est impressionnant quand même. Donc je dis, non, le changement, il est là. Il faut que vous changiez votre vision
de comment vous appréhendez l'Afrique. Parce que quand on regarde les choses d'en haut, en fait, généralement, quand on voit une montagne d'en haut, on voit juste le sommet, on voit jamais rien en dessous. Ben, c'est un peu ça, en fait. C'est la vision et la Et perception. je pense que c'est ça les qui doit affaires, évoluer. là, je vous rejoins parfaitement, c'est pas au nom de la francophonie, mais c'est qu'est-ce que l'on va pouvoir bien faire ensemble, parce que je pense que la francophonie, pour moi, c'est un pont, qui est, et comme un pont, bah, tout le monde y passe sur le pont. Il n'y a pas de choix. Tout le monde traverse le pont. Et c'est un pont sur lequel il va falloir qu'on trouve des arbitrages entre nous pour travailler déjà d'égal à égal. Ça, c'est un vrai sujet, à mon avis, parce que le sujet C'est surtout ça le sujet. c'est surtout ça. Ouais. Et là, on pourra créer quelque chose. Parce qu'en fait, dès lors qu'on est à l'écoute, entre guillemets, de ses clients, généralement, on trouve une réponse. Mais tant qu'on est aveuglé par Bien sûr. des vieux discours, bah, généralement, on passe à côté. Alors, l'heure tourne très rapidement. Le mot de la fin, Karen, Géraldine, ce sera à vous. Juste. Devrait être la francophonie, c'est tout un réseau en fait, de pays qui doivent trouver des points communs et surtout travailler à garder ces points communs dans le temps. C'est-à-dire toujours travailler à l'innovation, toujours travailler à mettre en place une stratégie sur mesure. Et à partir du moment où on arrive à répondre déjà à ces deux points-là, pour ma part, je pense que la francophonie a encore de beaux jours devant elle. Géraldine, le mot de la fin. Le mot de la fin, enfin moi je retiens le mot pont, parce que je pense qu'on est tous là, peut-être même dans toute la salle, on est assez représentatif de ce que c'est que le pont entre les deux continents, et puis que la francophonie, au final, c'est peut-être un outil qui devrait servir de pont. Et du coup, c'est aussi une langue. Là, on parle d'économie, mais si on revient sur purement à la partie lyricale de ce que c'est que le français, à un moment donné, quand on traverse le pont de l'autre côté, il faut qu'on s'entende dire certaines choses qui fassent sentir les bienvenus. Alors, votre interlocuteur de la dernière fois, peut-être que c'est le type de réunion ou d'environnement dans lequel il baigne, où on entend régulièrement parler de précaré. Ce sont des mots français qui sont utilisés. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un précaré ? C'est quand même, on est sur le lexique d'appartenance. Donc, le précaré de quelqu'un, ça appartient à. Qu'est-ce qui appartient ? C'est la population dans ce pays, c'est ce pays, c'est quoi ? C'est les faits de ce pays. Qu'est-ce qui appartient ? Voilà, donc quand on utilise régulièrement, c'est comme dans l'éducation des enfants, plus on entend des choses, plus... moi, je suis maman, je ne sais toujours pas si ça marche cette histoire, où il faut faire écouter de la musique dans le ventre, là, des langues étrangères, tout ça, parce que le cerveau enregistre, parce que ça crée comme ça des acquis, même inconscients. Donc, à force d'entendre ce genre d'utilisation de mots au quotidien pendant 2 siècles, et qu'on continue aujourd'hui, ça devient difficile de se remettre en question. Donc, je pense que dans la fortification de ce pont-là et dans la solidification des rapports économiques, il y a le langage à changer, et c'est très important. Moi, j'ajouterais une chose, je pense qu'il y a un plafond de verre qu'il faut éclater. C'est-à-dire que nous, chez Thomson, on est le pur produit de ce plafond de verre qui a éclaté. C'est-à-dire qu'en fait, on a été racheté par un groupe Magal. Donc, oui. Non, mais c'est formidable. Mais ce qui veut dire que ça arrive. Et que à un moment donné, parce qu'il y a des grands groupes africains aujourd'hui, qui ont pignon sur rue, qui sont parfaitement cotés, enfin, qui restent, ils sont internationaux. Moi, j'ai hâte de voir des OPA africaines sur... Non, mais parce que je pense qu'il y a un blocage. Il y a un blocage, mais c'est pas pour nous, on va pas y arriver, on va pas nous accueillir. Exactement. Et je pense que lorsqu'on va avoir, parce qu'il n'y a pas de raison, je suis désolé, il suffit de se promener un petit peu en Afrique, bien sûr, pour comprendre qu'il y a des groupes internationaux qui sont dans des départements très variés, des activités qui sont des activités phares. Statistiquement, de toutes les manières, on aura au moins un Amazon et au moins un Facebook des champions, en Afrique. oui, tout à fait, qui seront... J'ai hâte de voir le jour où on va avoir des vrais OPA. C'est-à-dire qu'on va tomber un jour avec le groupe X qui va se lancer sur racheter, j'en sais rien, Total, peut-être. Enfin, je sais pas, mais je veux dire, mais ce sont des choses. Il y a ce plafond de verre qui est très compliqué à casser. On l'avait vu en France avec Lakshmi Mittal quand il avait débarqué pour acheter Arcelor. Bon, le pauvre, heureusement qu'il a pu être introduit par quelques personnes très haut placées. Sinon ça se faisait pas. Oui, bien sûr. Il n'était pas question qu'un Indien vienne racheter un groupe français. Et je pense que quand il va y avoir 1, 2, 3 grands groupes africains qui vont commencer à faire leurs courses sur le continent européen, là, on aura vraiment passé une vraie étape. Bon, ce sera le mot de la fin. C'est un débat passionnant. On aurait pu continuer plus longtemps, mais merci à vous. Merci pour cet éclairage. Bravo.
Merci à tous. Et Douglas, on se connaît depuis pas mal de temps maintenant et c'est vrai que toi, ton travail sur le terrain avec les jeunes, au-delà du numérique, moi je parle avec le travail que tu fais avec les jeunes, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu penses justement de cette francophonie et de ce que tu as entendu tout à l'heure? Alors je voudrais te parler du mot écoute, on en a parlé tout à l'heure. Écoute et jeunesse. Aujourd'hui, la francophonie n'écoute pas sa jeunesse. Et ça, c'est notre gros problème. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est la première chose. Et la francophonie ne se pose pas des questions sur le demain. Nous, on sait ce qui est bien pour demain. Quelle jeunesse on veut. Et je pense que la francophonie a besoin aussi qu'on lui dise qu'on veut une jeunesse qui soit sensible au climat, qu'on veut une jeunesse qui saisisse l'opportunité du numérique. Voilà. Arlande, peut-être un petit mot là-dessus? Avec plaisir, effectivement, j'ai pris plaisir à entendre écouter. Écoutez, ouais. Et j'ai aimé ce proverbe partagé par Guillaume sur on a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Donc effectivement. Ouais. Je la garde aussi, Guillaume. Merci. Et Soumet? Alors moi je suis Soumet Mompassi, représentant du Forum des élus de la diaspora africaine, par ailleurs cofondateur du réseau des jeunes leaders de l'UNESCO et aussi cofondateur de la plateforme des jeunes pour le développement durable, issu du sommet des chefs d'État francophones à Dakar en 2014. Alors, avant toute chose, j'aimerais d'abord remercier tous les gens de cette salle, ceux qui ont pris du temps pour venir, et aussi, alors moi je suis très très content quand je me retrouve autour des jeunes activistes de la société civile, parce que ça change un peu des politiques et des diplomates. Tout simplement parce qu'on peut tout se dire, sans langue de bois pour les politiques et sans incident diplomatique pour les diplomates. Donc on est là entre jeunes, entre un partenariat de génération. Je pense qu'on va se parler, comme on le dit en Côte d'Ivoire, yeux dans les yeux. Alors je pense que ce soir, nous allons tout se dire. Et d'ailleurs, je fais mes petites parenthèses avant de tourner vers Chantal. C'était la raison pour laquelle j'ai accepté de venir. Quand Arlande m'en a parlé, je me suis dit, bon, je dois faire partie de cela. Merci en tout cas, Arlande, de m'avoir convaincue. Et Chantal, nous avons eu l'occasion justement de vous écouter, de voir tout ce que vous faites en RDC. Donc, justement, quelques réactions sur ce que vous avez entendu. C'est surtout sur la frustration. C'est vrai que je rencontre beaucoup de jeunes et je pense que cette frustration de jeunes que je rencontre, que j'écoute en RDC, c'est la même frustration qu'il y a à travers l'Europe, la même frustration qu'il y a à travers l'Afrique. C'est vrai qu'il y a une comparaison entre les jeunes de la francophonie et les jeunes du Commonwealth. Il faut vraiment le dire. Les jeunes de la francophonie, il y a toujours beaucoup de débats autour d'eux. Il n'y a pas d'action. Et on ne leur donne pas les outils pour avoir les actions. Mais les jeunes de la francophonie, on leur donne un sujet, directement ils vont dans l'action, directement ils réalisent. Mais en dessous de là, on leur donne les outils pour pouvoir avancer. On leur donne le financement, on leur donne les espaces et tout ça. Et je pense qu'on devrait travailler sur cette frustration de la jeunesse de la francophonie. Essayer de prendre le modèle, je m'excuse, mais on devrait prendre le modèle là où ça fonctionne, c'est-à-dire du côté anglophone. Voilà. Oui. Arlande, justement, francophonie, nouvelle génération. Comment tu définirais cela? Alors, je pense j'aime pas donner une définition à quelque chose. J'aime que la définition puisse évoluer en fonction des gens qui l'utilisent et qui y voient de la pertinence. Les mots sont simples. On parle de francophonie, communauté de langue. Et je pense que être réunis juste autour d'une langue, ça ne suffit pas. On a parlé dans tout ce qui a été dit avant, j'ai entendu beaucoup de valeurs en fait. Donc, communauté de langue, communauté de valeurs, nouvelle génération, parce qu'on l'a dit, où sont les jeunes sur les tables de décision, sur les tables de négociation? On a parlé de frustration. Quoi de plus dangereux qu'une frustration qu'on n'écoute pas? Quoi de plus dangereux qu'une frustration qui non seulement n'est pas écoutée, mais à laquelle on ne répond pas? On ne tue pas un feu juste en le regardant brûler, en se disant il va s'éteindre de lui-même. Il faut poser les actions qui vont avec. Donc nouvelle génération pour répondre justement à cet enjeu-là.
Et Souémé, toi, tu évolues beaucoup avec justement ces jeunes, que ce soit de la diaspora, avec tout ce que tu as réalisé et accompli et ton travail sur le terrain. Qu'est-ce que tu vois justement de cette francophonie réinventée? Elle ressemblerait à quoi? Alors, francophonie nouvelle génération, c'est quoi pour moi? Elle est là. Il y a la jeune Johanna Guillon, qui est jeune entrepreneur. Elle a fini ses études, elle vient juste de commencer. Elle a créé son cabinet. C'est Anne-Karen Mapingou, en alternance, chargée de communication à la Poste. La francophonie, pour moi, c'est celle-là. Francophonie nouvelle génération, c'est quoi? C'est Douglas Piandou, un jeune entrepreneur très brillant, innovant, qui forme surtout plusieurs jeunes des deux continents. C'est à saluer. La francophonie nouvelle génération, c'est quoi? C'est Maggie Koulou, elle n'est certes pas là, qui est une activiste très très connue ici. Vous allez dans les panneaux à Bruxelles, vous allez voir sa photo. Elle est activiste du genre. Je pense que ça cadre avec ce que disait Chantal, oui. de Madame la conseillère du genre et des violences contre les femmes. C'est ça pour moi la nouvelle génération. Alors maintenant, quels moyens on met à la disposition pour ces jeunes-là? Je pense qu'on aura l'occasion de discuter plus amplement, puisque ici aussi, en même temps, on a la nouvelle génération, on a aussi des grands entrepreneurs, un grand frère, Abdou Diop, qui est ici, que la jeunesse adore, qui est aussi chef d'entreprise. Et je pense qu'on aura l'occasion de discuter, parce que les chefs d'entreprise doivent être là pour essayer d'accompagner tant techniquement qu'économiquement cette jeunesse-là. Madame la ministre, elle disait tout à l'heure, quels sont les moyens qui sont mis à leur disposition. Et moi, je regarderai en face mon grand frère qui est là. Quel est le moyen que vous mettez à la disposition à la jeunesse? Vous qui avez les leviers financiers, vous qui avez de l'expérience, et surtout, vous qui êtes des modèles. Parce que le problème de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est qu'ils ils prennent maintenant des mauvais modèles, alors que les vrais modèles sont ceux-là qui sont là, mais qui ne sont pas peut-être vus à leur juste valeur, tout simplement parce qu'on ne les connaît pas. Donc c'est ça pour moi la nouvelle génération. C'est le Biandou, c'est les Anne-Karen Mapingou, c'est les Johanna Guillon, c'est les Karen Kaneza et tout le reste. Merci Souémé, en tout cas c'est très concret. Douglas, ta vision, donc cette francophonie nouvelle génération. C'est d'abord une francophonie qui va écouter. Nous, par exemple, avec l'organisation que je dirige, tous les soirs à 19h, heure de Paris, nous prenons le temps pendant 45 minutes d'écouter un jeune du continent. Hier, c'était la RDC. Tous les jours, 19h, heure de Paris. Ce soir, c'est le Gabon. Est-ce que vous voyez? C'est du concret. Les jeunes, tout le monde en parle, mais personne ne les écoute. Vrai ou faux? Ça, c'est la vérité. Tous les jours, 19h, heure de Paris, on écoute un jeune. Il nous parle de son histoire, il nous parle de son parcours. On lui demande, ton village, c'est où? Il nous dit, mon village, c'est là-bas. Ça, c'est plutôt le village de mon père. Là-bas, c'est ma mère. Il nous explique quel est son rapport avec le numérique. Et il nous donne un conseil, on l'écoute. D'après lui, qu'est-ce qui fait que le numérique va être un vecteur de développement et d'autonomisation pour son pays? Et il nous propose. Nous, on a un tas de recommandations comme ça. Mais ce qui revient souvent, c'est quoi? Il faut mettre le numérique au niveau de l'école. Et ces recommandations, on les connaît, non? C'est des recommandations qui sortent aussi de nombreuses conférences ou des réunions ministérielles. Mais on ne les applique pas. Et c'est ça les défis. Et c'est ça le défi. Et je suis très content d'être avec des autorités qui sont avec nous, parce que ça peut créer un pont. Vous savez, on parlait tout à l'heure des grands mammouths, des entreprises qui sont là depuis longtemps, ou des États qui sont là depuis longtemps, qui ont du mal à se remettre en question. Un peu comme nos aînés qui nous disaient, nous on mange au salon, vous mangez là-bas, là. À la cuisine ou dans un coin là-bas, bizarre. Et ben non, là nous on est tous autour de la table. Et donc il faut cette fraternité intergénérationnelle. Moi j'appelle ça la fraternité intergénérationnelle. Et c'est effectivement la fraternité intergénérationnelle qui fait que le grand frère, M. Diop, va aussi être
peut-être pour le Sénégal ou le Maroc, à 19h, c'est lui maintenant qui va écouter un jeune qu'on va lui mettre. Là, vous voyez, ça montre que le jeune, il voit qu'il est respecté. Et en réalité, moi, c'est un peu ça. C'est un peu l'écoute et c'est le respect. Moi, je trouve qu'on ne respecte pas les jeunes. Et ce que vous faites, Yves, puisque vous avez une PDG qui est une jeune et qui est d'origine africaine et qui voilà, elle n'est pas là par rapport à si elle qui elle est. Mais sans elle, je ne serais pas là. Non, c'est elle qui m'a invité. Maintenant, ceci dit, moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est le climat, le changement climatique. Parce que si on ne bouge pas, on va tous crever. Et donc, bon, c'est fatalement les jeunes qui vont plus souffrir. Donc là, je pense qu'on peut... Et il n'y a pas de barrière francophone, anglophone. On est tous... Oui, c'est un problème global. Climat. Et le deuxième point, mais je mets le climat avant, et le deuxième point, c'est la possibilité d'avoir un travail, un job, pour pouvoir gagner sa vie, être digne, être respecté, etc. Et là, ma deuxième vie, c'est celle d'avant. J'ai travaillé pour le Maroc, pour l'OCP pendant 30 ans. Et qu'est-ce qu'on a fait en 30 ans? On a changé l'utilisation du minerai de phosphate. Bon, vous savez, le Maroc, c'est numéro 1 au niveau de phosphate. En 30 ans, le Maroc exportait le minerai et la valeur ajoutée se faisait à l'étranger, à l'extérieur, il y a 30 ans. Aujourd'hui, la valeur ajoutée se fait dans le pays. Et donc, ça crée des jobs. Et là, je pense que j'aimerais bien, et c'est un peu le thème que j'ai apporté à Géraldine, c'est on va avoir un problème majeur dans les années qui vont venir avec toute la stratégie que les Européens en chambre ont inventée sur les voitures électriques. Pourquoi? Parce que le prix des minerais va flamber et plus personne ne saura s'acheter une voiture. Puisque la batterie de la voiture électrique, elle va coûter, allez, je donne un exemple, 15 000, 20 000 euros. Mais aujourd'hui, la majorité des gens, ils payent une voiture 10 000 euros. Donc, si demain, on triple le prix des voitures électriques, ça ne va pas le faire. On va exclure les pauvres en Europe, en Afrique, partout dans le monde. Ouais, on va créer plus d'inégalités. Et c'est là qu'il faut changer de modèle. Et donc, j'en parlais parce que quand je suis face à quelqu'un de la RDC, pour moi, je pense au lithium. Le lithium, c'est l'or blanc du futur. Ça peut devenir une réserve monétaire, mais pas une réserve monétaire qu'on laisse dans un coffre. Il faut que l'Afrique se dote d'une industrie de la batterie en Afrique. Alors, je vais vous dire, il y a 3 composants importants pour demain. Il y a le cobalt, mais le cobalt, malheureusement, il n'est pas assez disponible pour couvrir tous les besoins. Mais il y a le lithium fer phosphate, lithium RDC Mali, phosphate Maroc, le fer, ce sera la Mauritanie, etc. Donc en fait, et puis il faut aussi de l'électricité, et bien il y a du solaire. Et bien donc vous avez là la possibilité d'être le numéro 1 mondial, parce que la Chine n'a pas de réserve de phosphate, elle n'a pas les réserves de lithium qu'il faut. Donc c'est en Afrique que donc, le continent a les atouts. La source principale du défi écologique climatique de demain se trouve en Afrique. Maintenant, il faut transformer l'essai pour que l'industrie s'y installe et qu'il y ait une industrialisation locale pour donner de l'emploi aux jeunes. Bien sûr. Après, en fin de vie, il y aura le recyclage, encore des jobs. Et donc c'est ça, c'est un modèle qui... Les vrais défis, et je pense qu'on peut demander aux jeunes, le climat, ils le mettent très haut. Celui qui n'est pas d'accord, il va subir les conséquences. Cette année-ci, c'était la Belgique, il y en a d'autres. Soit ça va être très très chaud, soit ça va être très 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 mouillé. Donc de toute façon, il faut bouger sur les problèmes climatiques. Et je pense que cette industrie des technologies nouvelles en Afrique, et je plaide pour une banque centrale du lithium, et les États loueraient le lithium afin de pouvoir donner accès, pas aux pauvres, à la majorité de la population. Au plus grand nombre. C'est-à-dire, aujourd'hui, Tesla, Tesla, ça coûte 80 000 euros. Et il y a une batterie qui en vaut 25 000.
Bon, ça, c'est abordable aux 5-10% les plus riches de la planète, anglophones, francophones, etc. En tout cas, ce n'est pas abordable pour monsieur tout le monde en Belgique, qui est un pays quand même, ou en France, et en Afrique, ça va être difficile pour beaucoup de gens. Donc, il faut pouvoir louer la batterie. Cette batterie, elle va pouvoir faire aller dans les voitures. Quand sa vie, elle sera en fin de vie pour une voiture après 5 ans, elle peut devenir stationnaire pour apporter l'électricité dans les villages. Yves, on pourra en parler longuement, en tout cas, mais je saisis l'idée de, voilà, les atouts de l'Afrique sont en Afrique. Le minerai, il est là. Et on peut créer des champions. Et il y a la question de l'employabilité, et c'est ce que Chantal vous disiez tout à l'heure. La francophonie, mais en tout cas avec ou sans, finalement, l'employabilité des jeunes, c'est une priorité, et c'est là-dessus qu'on devrait travailler et construire l'avenir. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Peut-être une réaction sur ce qu'a dit Yves. Mais j'appuie ce que Yves est en train de dire, parce que en mettant en place des usines de lithium, on crée de l'emploi. Pour les jeunes, j'espère qu'on va mettre les jeunes à travailler là-dessus. On crée de l'emploi pour les jeunes. Mais aussi en mettant en place l'entrepreneuriat. Il faut beaucoup travailler sur l'entrepreneuriat des jeunes. On voit ça, comme je dis toujours, dans le système anglophone. Les jeunes, quand ils ont déjà l'âge de 12 ans, 13 ans, ils vendent des jus d'orange, ils distribuent des journaux. Mais dans le monde francophone, on ne le voit pas. J'ai vécu en Belgique pendant plus de 25 ans et je n'ai jamais vu ça. Et quand je suis allée au Canada, tout le monde, tous les jeunes le font, mes enfants le font et tout. Alors c'est ça, c'est créer ce monde d'entrepreneuriat et peut-être aussi créer ce même monde dans les écoles. Apprendre aux jeunes, quand ils sont à l'école, comment épargner, comment travailler avec son argent et tout ça et tout, pour que plus tard, ils ne deviennent pas des débrouillards, mais ils deviennent des créateurs d'emplois et des entrepreneurs. C'est très, très, très important de pouvoir mettre ça en place. Parce qu'on pense toujours qu'un jeune doit devenir médecin, un jeune doit devenir juriste, à la limite économiste et comptable. Mais on oublie les autres moyens de survie et des autres moyens de survivre dans la famille et de créer de l'emploi. Alors, il n'y a pas seulement la création d'emplois, il faut aussi que le numérique soit propagé partout dans le monde francophone. Dans le monde anglophone, il y a des coworking. Mais je ne sais pas si ici en Europe, on a beaucoup de coworking. Mais en Afrique, on en trouve très peu. On a les startups. Les startups sont là, mais les startups africains qui sont les prochains entrepreneurs et des créateurs d'emplois ne sont pas assez financés. Le financement n'est pas là. Les gouvernements ne suivent pas ou d'autres... on n'a même pas des angels. Des angels... Business angels. Excusez-moi de le dire en anglais, des anges, comme on dit, des anges économiques. On n'en a pratiquement pas en Afrique, ou on n'en a pratiquement pas dans le monde francophone, où les jeunes pourront venir avec des projets, et puis ces anges-là économiques pourraient les aider en moyennant 15% et tout ça et tout, mais ça n'existe pratiquement pas. De l'autre côté, moi je suis extrêmement contente de voir la diversité des jeunes qu'on a ici, et l'équilibre. Femmes, hommes, on a même peut-être plus de femmes que d'hommes, ce qui arrive rarement, mais c'est cette diversité et l'inclusion. Ça devient de plus en plus difficile. On a des problèmes raciaux dans la francophonie. Quand je dis les problèmes raciaux, ce n'est pas les problèmes raciaux d'une autre génération, mais de la nouvelle génération des jeunes. Il y a ce problème racial et ce problème de partage de connaissances, ce problème culturel, parce que les jeunes, par exemple ceux qui sont ici en Belgique, oublient de plus en plus leur culture de leur pays, mais ce sont des pays francophones. Ils s'adaptent à d'autres cultures et puis les cultures se perdent et tout ça. C'est là où il faut vraiment reprendre cette nouvelle génération. Problème de transmission aussi. Voilà, il y a des problèmes de transmission aussi parce que notre génération se sent tellement confortable et ne veut plus transmettre
le côté culturel. C'est tout ça qu'on devra amener dans cette nouvelle génération, côté économique, côté social, côté culturel de la jeunesse, mais en même temps amener cette diversité, comprendre que la francophonie, elle est diverse. C'est pas seulement la France, la Belgique, le Canada, mais c'est aussi le Cambodge, c'est aussi le Cambodge, c'est aussi, comment je peux dire, le Sénégal, c'est aussi le Madagascar. Bien sûr. C'est ça qu'on doit amener ensemble et montrer ça à notre jeunesse. Merci Chantal. Arlan, en tant que start-up, toi, ça doit aussi résonner et te parler. Peut-être quelques mots Absolument, j'ai plusieurs, tout ce qui a été dit, là, je vais reprendre. Et pour enrichir, effectivement, on parle de climat, on parle d'emploi. Pourquoi ne pas créer de l'emploi sur les enjeux climatiques? Et ça, c'est ce que je fais. On parle de start-up. Je suis dirigeante d'une start-up qui est engagée justement sur ces enjeux climatiques. Et on parle de business angel et d'outils de financement de l'innovation, parce que c'est ça le sujet. Alors effectivement, sur le continent, il y en a peu. Il y en a quelques-uns qui se sont lancés, que je connais assez bien, qu'on va rencontrer d'ailleurs fin du mois à Strasbourg, qui est un business angel qui est assez atypique, qui investit dans des startups partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en France, en Europe, mais aussi en Afrique. Il a fait le pari, et il fait partie des premiers, alors il y en a d'autres avec lui, mais on peut encore les compter, parce qu'il n'y en a pas suffisamment, d'investir dans des projets méritants issus du continent. Parce que lui, il a vu tout de suite, ce qu'on dit souvent quand on investit dans une start-up, c'est pas tellement ce qu'elle peut nous rapporter tout de suite, mais c'est l'énergie, la volonté, la détermination du porteur de projet. C'est sur lui qu'on mise, parce que c'est lui ou de l'équipe qui porte le projet, parce que c'est eux qui vont être le garant de la réussite du projet, moyennant financement et moyennant accompagnement. Donc effectivement, moi j'appuie ces éléments qui ont été dits. Le climat, on ne pourra pas faire sans. Et les solutions pour répondre aux enjeux climatiques, on n'est jamais de trop autour de la table. Donc oui, encourager l'entrepreneuriat sur la green tech, comme on l'appelle. Le numérique, forcément, pour faciliter. Un numérique responsable. Parce qu'on sait que le numérique, à un moment donné de la chaîne, il pèse aussi sur le climat. Donc c'est pas télécharger 10 000 vidéos Netflix pour pouvoir les regarder et puis de l'autre côté, mais il y a une éducation aussi à faire là-dessus, parce que souvent les gens ne se rendent pas compte. Moi, j'ai fait un reportage là-dessus et les gens découvraient les aléas et les problèmes que ça engendrait. Ils n'étaient pas au courant. Toi, ce que tu vois. Oui, vous avez exposé une chose très très importante, qui est l'employabilité. Alors, en créant le FEDA en décembre 2020, certes, la facilitation entre des monde qui ne se fréquentait pas, puisque le FEDA est une organisation qui a trois grands pôles. Un pôle élu, c'est-à-dire les maires, les députés, conseillers municipaux et régionaux d'Occident, d'ici et d'ailleurs, c'est-à-dire de l'Europe et de l'Afrique. Et un deuxième pôle qui est le pôle des chefs d'entreprise et cadres d'entreprise. Enfin, un troisième pôle qui est le pôle des diplômés, des étudiants diplômés et des jeunes en voie de diplôme. Hormis cette création des ponts entre des mondes qui ne se fréquentaient pas, l'objectif du FEDA, c'est la co-connexion, c'est-à-dire ce qu'on fait ici, puisque il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas accès à ces autorités, qui n'ont pas accès à ces chefs d'entreprise. Il était important de créer des microcosmes de réseautage et de mise en relation. Donc ça, c'est un. Le deuxième pôle qui est aussi important, qui est l'objectif du FEDA, donc un objectif du FEDA, qui est aussi l'employabilité. Pourquoi l'employabilité? Moi, je me souviens, je suis arrivé il y a plus de 10 ans ici en France. J'ai eu mon bac scientifique à Abidjan. Quand je suis arrivé à Paris sans maman, sans papa, j'étais perdu. Je ne savais pas où aller. Dans la recherche de stage, j'avais l'impression de rêver. Le numérique n'était pas forcément comme aujourd'hui. Donc les mails, déjà il fallait savoir en utiliser. Mais c'était vraiment la perdition pour les jeunes de ma génération. Et aujourd'hui, ces jeunes-là qui sont là, avec le numérique, devraient avoir plus de chances parce que des microcosmes auraient été créés pour leur faciliter ce que nous n'avons pas eu. C'est en ce sens que le FEDA aussi a été créé pour mettre en connexion
exemple Madame la conseillère de la présidence, des jeunes étudiantes en formation, mais surtout le FEDA à sa création a inséré plus de 20 jeunes au sein des cabinets ministériels, beaucoup en Afrique. Je souhaite par ailleurs aussi remercier le ministre des Transports de la Côte d'Ivoire qui fait beaucoup pour cette jeunesse-là, en termes même d'insertion au sein de son ministère, mais aussi des jeunes pour des partenariats gagnant-gagnant entre entrepreneurs. Parce que le problème des jeunes aussi, c'est qu'ils ne se communiquent pas entre elles. Un jeune de la RDC ne connaît pas forcément un jeune, même du Congo-Brazzaville, État voisin. C'est en ce sens que la francophonie économique est intéressante. Je suis certes d'accord avec le grand frère Abdou Diop, qui n'est pas forcément favorable à 100% pour une francophonie économique, mais c'est important de s'organiser entre voisins, entre pays qui parlent la même langue, avant de regarder ailleurs. Parce que si on va désorganiser, ce qui est sûr, c'est que les anglophones ils sont organisés. Et c'est très très important, et je voulais aussi le saluer, c'est important d'aller ailleurs, mais c'est mieux de s'organiser avant d'aller ailleurs. Pour moi, je suis plus apte à faire des affaires avec mon voisin, parce qu'il y a une facilité, non seulement de la langue, mais surtout des échanges des biens et services. Je pense qu'on peut aller facilement en bateau de Kinshasa à Brazzaville, je ne sais pas si c'est 20 ou 10 minutes, au lieu de prendre un avion pour aller au Kenya, même si le service dans ces pays-là sont plus performants. Donc pour moi, il faut une francophonie économique organisée et renforcée pour aller vers d'autres horizons de façon soudée. C'est très, très important, la solidarité. Merci, Souémé. Et c'est ce que disait Chantal tout à l'heure aussi, il ne faut pas avoir peur ni honte de copier ce qui marche, même si c'est pas issu de la francophonie. Donc, c'est important aussi de voir ce qui fonctionne et d'améliorer, de construire là-dessus, sur ces piliers-là. C'est aussi un peu ça notre problème, un peu ce côté finalement un peu arrogant de se dire, voilà, on est français, ça fait partie de la culture et de l'ADN d'une certaine manière, et ne pas copier les autres. Mais il y a des modèles qui fonctionnent et il ne faut pas avoir peur et il faut y aller. Et peut-être, l'heure tourne, peut-être une dernière question qui est toute simple. On a parlé d'employabilité, on a parlé de jeunes, on a parlé d'écoute, on a aussi parlé des acteurs, des grands acteurs, des grosses entreprises avec qui on doit avoir justement cette discussion, parce que c'est ça aussi qui fait que ça va fonctionner. Quel message, chacun d'entre vous, pour les jeunes, mais aussi les moins jeunes, et ces grandes entreprises avec qui qu'on a besoin, on parlait à Abdou tout à l'heure et Guillaume, on a besoin aussi de ces acteurs-là pour pouvoir avancer et évoluer vers cette francophonie qu'on désire tous, finalement. Peut-être Yves... Moi, je pense qu'il faut parler d'écosystème, parce que il n'y a pas... Les petits entrepreneurs, il faut les aider, mais les grandes entreprises, elles doivent donner du boulot aux petits entrepreneurs qui peuvent servir de sous-traitants, etc. Et tout ça peut être très mélangé. Alors, en Afrique, il y a un secteur qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est l'agriculture. L'agriculture et l'agriculture de précision qui répondra aux problèmes de changement climatique. Et là, je pense qu'il y a des grands dans le domaine de l'agriculture. Je pense à ceux qui vendent les céréales, etc. Il y a quand même tout le business du food dans le monde entier. Et il y a beaucoup de choses à faire pour des jeunes entrepreneurs. Donc, écosystème avec les grands et les petits qui vivent tous ensemble. Et ça, c'est possible, Douglas? Et comment tu travailles, toi, peut-être Tout à fait. Nous sommes dans le concret. Exactement. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. Je vais reprendre l'idée de l'écosystème avec des grandes entreprises. Et j'en profite pour vous donner une exclusivité. Je vous ai parlé tout à l'heure de 2 multinationales américaines qui financent aujourd'hui le travail de Jimmy Connor. Mais il n'y a pas que l'argent. Je voudrais aussi insister là-dessus. Parce qu'on dit souvent, oui, les jeunes n'ont pas d'argent, ou les jeunes disent que le problème est financier. Le problème n'est pas financier. Si jamais les ingénieurs de chez Thomson prennent du temps, pas à 19h, mais à 20h, vous voyez,
Parce que dans les multinationales, il y a des personnes qui sont aussi sensibles que nous à un rapprochement Union européenne, Union africaine. Et aujourd'hui, il y a même une demande. Les salariés demandent à pouvoir faire de l'impact. Et donc, il manquait ce genre de plateforme où les salariés vont pouvoir prendre du temps pour transmettre. Voilà le rapprochement, ce qui me paraît intéressant. Moi, je vous donne un exemple que nous sommes en train de faire, c'est une exclusivité que je vous donne. Nous sommes en train de signer avec Deloitte. Concurrent de Mazar. Tu vas discuter avec Abdou après. Aujourd'hui, nous avons demandé quoi? Nous avons proposé quoi? Vous savez, nous aujourd'hui, dans le cadre de l'accompagnement qu'on fait de la jeunesse, tous les soirs 19h, tous les soirs et 20h, on demande aux jeunes à un moment donné, plus ils ont vu beaucoup de vidéos, maintenant on leur fait un passeport numérique. On leur demande de passer un examen. Il y a 50 questions, s'ils répondent à 80%, ils réussissent l'écrit. Après, maintenant, il y a un oral en tête à tête. Et si l'oral, il le passe, dans ce cas-là, nous, on va mouiller le maillot pour contacter toutes les entreprises pour dire « Ah, là, c'est du bon. » L'argent, là, si vous avez un peu d'argent, mettez-le maintenant, parce que ce jeune-là, lui, ce qu'il veut, c'est devenir data analyst et devenir data scientist. Et je peux vous dire que c'est du bon. Voilà ce qu'il faut. Et pour passer l'oral, on a Deloitte qui va nous solliciter, qui va nous aider. Deloitte va prendre du temps pour valider, effectivement, dans le jury, que le jeune, là, il est valable, il est bankable, il a du potentiel. Il n'y a pas d'argent. Voilà, à mon avis, le travail qu'on va demander en fait au grand groupe. C'est qu'il s'implique dans le travail de transmission. Pour préparer une jeunesse quasi inexistante. Qui est quasi inexistante. Voilà un exemple très concret de comment les grands groupes, comment les entreprises peuvent s'impliquer dans l'éducation pour fabriquer non pas des gens qui vont être employables, parce qu'au-delà de l'employabilité, on voudrait que la francophonie devienne une puissance. Et donc il faut aller voir plus loin que l'employabilité, il faut voir le progrès. Et il faut voir le progrès de l'humanité. Donc voilà un peu mon avis. Merci Douglas. Chantal? Ben, je pense que je vais appuyer toutes les idées de Douglas et peut-être me taire parce qu'il a vraiment tout dit. C'est vrai que dans tout ce qu'on est en train de discuter là, c'est comment trouver les solutions dans cette nouvelle génération pour rendre la francophonie plus grande et plus forte. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut créer des liens, je pense tout le monde le dit, entre les pays voisins, entre nous, le Burundi, le Rwanda, le Congo, avec cette nouvelle génération, créer ces nœuds-là qui va peut-être ouvrir le nœud pour pouvoir créer cet libre-échange entre nous. Mais je sais que M. Diop ne veut pas parler de l'économie francophone, mais c'est tellement important d'avoir cette nouvelle génération qui rentre dans cette économie francophone où on n'a pas l'Europe, comment je peux dire, la France, la Belgique, qui nous regardent encore comme des petits-enfants. Ils doivent nous voir comme des adultes. Hein? Les pays africains sont devenus des adultes et qui peuvent aussi contribuer dans le développement de cette économie francophone. Et c'est cette nouvelle génération qui va le faire. C'est plus, il faut donner la place à cette nouvelle génération pour qu'ils puissent le faire. Ce n'est plus vraiment notre génération, c'est celle-là qui est en train de se mettre en place et c'est à nous de leur donner les outils. Parce que eux, ils viennent vers nous, mais c'est nous qui mettons le mur devant eux. Alors, c'est ça que je voudrais dire. Je pense que le message est assez clair. Suémé, tu as l'air d'accord. Oui, je suis très très d'accord sur tout ce qui a été dit. J'en suis vraiment en phase. Il faut vraiment un partenariat générationnel. Pas des générations qui s'opposent, parce qu'il y a des jeunes aussi qui ne veulent pas entendre parler des anciens. C'est surtout se tenir main dans la main pour avancer ensemble. C'est ce qui est important. Donc, il n'y a pas, c'est pas une question des jeunes sans les vieux, c'est des jeunes avec les anciens. Parce que sans les anciens, les jeunes sont aussi perdus. Et on le voit un peu partout ailleurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a souvent un problème de modèle. Aujourd'hui, les jeunes ont des mauvais modèles. Il y a des grands frères qui est là, qui est un des modèles, qui est aussi suivi par la jeunesse. Mais beaucoup de jeunes préfèrent des modèles qui aiment le buzz, qui sont plus ou moins des stars, sans vraiment rien apporter. Je suis désolé. C'est notre époque, hein. À la nouvelle génération. Donc, c'est important d'avancer main dans la main, sans se regarder en chien de faïence. Mais pour cela,
les anciens doivent aussi faire beaucoup d'efforts pour déjà être disponibles. Ouais. C'est en ce sens que je salue Madame la conseillère, elle a quitté la RDC. Absolument. Ouais, tout à fait. Spécialement pour venir ici. Bravo. Et c'est à saluer. Et, je pense que main dans la main, nous Tout à fait. irons plus loin ensemble. On a besoin de beaucoup de Chantal. Et Arlande, juste le mot de la fin. Au revoir. Mais la Terre continuera à tourner sans nous. Donc il y a aussi un enjeu sur la préservation de la ressource naturelle. Et ça, c'est mon combat. C'est le combat qu'on mène avec ma start-up, qui est de dire comment on aide les territoires à identifier les ressources. Il y a besoin d'être éduqué sur le sujet aussi. À quoi ça sert une zone humide? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Une zone humide, c'est une zone qui va permettre de faire effet tampon. Quand on parle d'inondations que la Belgique a pu connaître l'été dernier et la France aussi, les zones humides permettent de faire des zones tampons. Quand la pluie est trop grande, c'est elles qui vont absorber et relâcher dans les temps de sécheresse. Mais ça, c'est des choses qu'on doit savoir et qu'on doit éduquer les générations dessus. Parce qu'une zone humide, on ne va pas la boucher en mettant une route dessus ou en construisant un immense centre commercial dessus. Sinon, qui va faire ça? Il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc il y a vraiment un enjeu d'éducation sur tous les sujets et ensuite de suivi de ce qu'on a. Il n'y a rien de plus facile que de se faire voler quelque chose qu'on ne sait pas qu'on a. Que de se faire priver de quelque chose qui a un potentiel fort si on ne sait pas quelle est sa valeur. Donc voilà ce que j'aimerais ajouter comme mot de la fin sur le sujet. Bon, en tout cas, merci à tous. Merci beaucoup. C'était très engageant. On l'a dit, les débats, il y en a eu plein, des propositions, il y en a eu beaucoup même avant nous, et souvent on repart un petit peu comme ça, sans savoir en substance ce qu'il en ressort. Et on a voulu, et merci Andrea d'avoir accepté de jouer ce rôle, avoir quelqu'un qui nous reprend les grandes lignes des propositions qui ont été faites durant cet échange. Donc c'est la minute d'Andrea pour nous redonner les grands axes qui ont été présentés lors de cet échange. Donc moi je suis Kaloubi Andrea et je suis secrétaire politique ici en Belgique et je suis présidente d'une organisation mais aussi attachée parlementaire. Donc voilà, pour faire bref sur moi. Alors premièrement on a parlé de la francophonie économique. Alors au niveau de l'état des lieux, c'est un peu la même chose qui revient, plusieurs personnes ont dit la même chose. Donc il y a un historique qui est lié à la colonisation. Et il y a clairement une ouverture à faire au niveau de la nouvelle génération pour qu'elle puisse justement se différencier de ce qui s'est passé précédemment au niveau passé historique. Il y a énormément il y a aussi un problème au niveau des compétitions, de la compétitivité entre toute la communauté un peu anglophone en Afrique et ce qu'ils ont à offrir et ce que la communauté francophone a à offrir. Il y a aussi également un problème d'opportunité, c'est ça, et un problème d'écoute. On l'a énormément entendu ce soir. Surtout Douglas. Le problème d'écoute. Donc au niveau de tout ce qui est comment faire rayonner ça, comment faire promouvoir justement cette francophonie, il faut proposer des pôles de stratégie, justement mettre en place des dispositifs pour accaparer l'attention des jeunes, travailler sur les centres d'intérêt des jeunes, créer des liens et d'intérêt justement pour cette langue française qui va créer ce sentiment d'appartenance au sein de cette jeunesse de la francophonie et proposer également aussi un contenu. On a parlé du contenu médiatique, notamment à la télévision, de ce qui est proposé par les anglophones et qui n'est pas du tout proposé du coup par les francophones au niveau de la francophonie. Il y a également ce contexte qui n'est pas pris en compte, le contexte social, le contexte économique, le contexte environnemental et le souhait de ce public cible. Qu'est-ce que l'on veut vraiment? Qu'est-ce que la jeunesse attend? Et qu'est-ce qui n'a pas été répondu en fait? Il y a un besoin qui est là, qui n'est pas répondu, du coup cette jeunesse va chercher ce besoin ailleurs. Pour les solutions, donc je reprends rapidement. On parle donc d'une francophonie. Est-ce que la francophonie économique existe? Certains disent que non, certains disent qu'elle pourrait, d'autres disent qu'elle est importante et qu'il faut la créer. Donc la francophonie économique est un slogan pour Monsieur Abdou, qui dit que la francophonie économique est un slogan et qu'il faut faire ce relan au niveau d'un état d'esprit, d'une France qui n'est plus aussi puissante qu'elle n'était. Il y a également cette relation qui n'est
qui est très mal géré entre les anciennes colonies françaises et les anciennes colonies anglophones, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, la France n'a pas du tout le même comportement, n'agit pas de la même manière avec différents pays sur le continent africain. Et il faut également créer un réseau, ça c'est Madame Karen qui l'a dit, donc créer un réseau où plusieurs points communs, on va retrouver plusieurs points communs entre différents pays francophones. Il faut également que la francophonie devienne un outil qui va servir de pont, qu'il faille solidifier au travers justement de la langue française. Au niveau de la francophonie, une nouvelle génération, il y a Madame Chantal Moulop qui a dit qu'il faut travailler sur la frustration de la jeunesse de la francophonie et prendre en exemple des organisations, notamment anglophones, où cela a fonctionné et ne pas avoir peur de prendre cela comme exemple et de faire, si pas pareil, mais mieux en tout cas, et encourager cette jeunesse à s'investir et à entreprendre. Il y a aussi la question du numérique qui n'est pas assez développée, surtout au niveau des pays francophones. Il y a la question de partage de connaissances, qui est un problème culturel, des problèmes raciaux, problèmes de transmission. Et on oublie parfois que la francophonie, ce n'est pas juste situé dans la France et l'Afrique, mais également sur le continent asiatique. Il y a également monsieur Yves qui dit qu'on ne prend pas assez en question la question du climat et on ne donne pas la possibilité aux jeunes d'avoir cette possibilité de travailler et on ne leur donne pas ce pouvoir d'achat. Et il a donné l'exemple de créer des entreprises locales pour pouvoir transformer tout ce qui est matière première, que le continent devienne un continent de transformation et plus seulement où la matière première part de là. Et on a parlé également de toute cette nouvelle génération qui a besoin d'apporter cette valeur ajoutée au niveau du continent, qui est en recherche de ça. Il y a également la question de comment investir dans des projets qui prendront en compte les enjeux climatiques, la green tech et le numérique responsable, parce qu'on a aussi parlé du numérique qui est irresponsable. Il faut également accompagner ce qui existe, former les jeunes qui sont prêts à apprendre, il faut les équiper et créer des outils afin qu'ils puissent mieux comprendre certains enjeux. Et la question du reporting des actions qui est extrêmement importante. Au niveau du retard à rattraper, on parle d'éducation de la jeunesse, de leur parler de l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose qui est revenue, de leur parler des enjeux numériques. Et il y a également un défi pour croiser les mondes, donc celui de la jeunesse et celui de la génération précédente, pour vendre un vecteur de progrès. Et c'est la nouvelle génération qui définira ce vecteur de progrès. Il faut créer une dynamique circulaire, comme disait M. Douglas, donc créer une dynamique circulaire afin de donner, mais aussi de recevoir. Et il y a également ce manque de connaissance des métiers porteurs du numérique. La prise de vue est principalement vue au travers des réseaux sociaux, mais ce n'est pas que ça, le numérique. Et voilà, donc on a parlé également d'écosystèmes et de créer des plateformes entre les grandes entreprises et plus impliquer les jeunes et cette notion de la transmission. Voilà. On a parlé de pas mal de choses finalement, hein. Je ne me rendais pas compte et je regardais ça, je me suis dit punaise, c'est pas mal du tout. En tout cas, merci à tous. Nous arrivons à la fin. Arlande, le mot de la fin? On arrive à la fin. Merci à tous d'avoir répondu présent. Merci à ceux qui nous ont suivis dans cette mission commando, je disais, parce qu'on a préparé ça un peu... on avait 4 semaines et il fallait que ce soit fait. Merci à la ville et à la métropole de Montpellier qui nous ont aussi soutenus dans cet événement et qui ont aussi préparé du contenu qu'on pourra mettre associé à ce temps qu'on a passé ensemble. Et comme ça a été dit, ça va être rediffusé en replay sur les canaux de la Tribune Afrique, qui est aussi un partenaire de cette rencontre. Et on l'a dit, le sujet n'est pas juste de parler, il faut que derrière il y ait des actions. Donc, notre enjeu, c'est de rédiger un rapport, un petit peu des préconisations qu'on a fait ensemble, de le co-signer avec des partenaires clés et ensuite de voir ce qui pourrait être déployé dans le temps. Et rendez-vous dans pas longtemps pour suivre ce qui ressort de cet échange d'aujourd'hui. Le 17 mars, tu l'as dit. Le 17 mars. Merci à tous. Bonjour à toutes et tous. Je suis Claire Hart, déléguée au rayonnement international et à la coopération européenne à la métropole de Montpellier.
Je suis désolée de ne pas être avec vous aujourd'hui physiquement, mais voilà, je voulais vous dire quelques mots en clôture de votre séance de travail que j'espère a été très fructueuse. Alors, le 8 octobre dernier, à Montpellier, la France et l'Afrique ont tenu un sommet dans la perspective de réinventer leurs relations. La francophonie est l'un des domaines où l'impératif d'une refondation se fait aussi clairement ressentir. Rappelons que l'idée de la construction d'un espace francophone émerge au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et prend son essor après les indépendances des pays africains. Les chefs d'État, à l'instar du Sénégalais Léopold Sédar Senghor, qui y voyaient une communauté d'intérêts regroupant des peuples ayant conscience d'avoir en commun une langue et une culture francophone, en furent les principaux instigateurs. Le nombre de francophones est estimé par l'OIF à 700 millions en 2050 et à plus d'1 milliard en 2065. À cette date, parmi l'ensemble des locuteurs du français, 85% seront en Afrique. Et l'Observatoire de la francophonie estime à cet égard que la croissance démographique de l'Afrique subsaharienne va se répercuter sur l'équilibre des espaces linguistiques, contribuant à les recentrer sur ce continent. D'ailleurs, le plus gros contingent du Commonwealth, principal rival de la francophonie, se trouve en Afrique et compte 2,4 milliards d'habitants. Alors, dans ce contexte, quelle perspective pour l'espace francophone? À cette première donne s'ajoute la concurrence liée à l'arrivée, entre autres, de la Chine et du mandarin qu'elle diffuse dans sa stratégie de positionnement sur l'échiquier mondial. Le continent africain constitue une terre de prédilection pour cette extension qui se met déjà en place via des politiques culturelles très offensives. Cette double situation nous conduit à nous interroger sur le devenir de l'espace francophone. Que signifient les valeurs de démocratie promues par la francophonie si elles ne s'accompagnent pas d'accès à l'eau potable, aux soins, à l'éducation de qualité? En un mot, au progrès politique, économique et social. En effet, si la France est encore une destination pour les jeunes Africains issus de familles moyennes et modestes, elle constitue de plus en plus un pays de transit, particulièrement pour ceux et celles qui envisagent des études supérieures de 2e et 3e cycle. Et ces secousses internes à l'espace francophone vont s'accentuer et s'accélérer à l'avenir. La tentation pour les pays et les peuples de s'en démarquer va croissant aujourd'hui. Après le succès du Rwanda, entré dans le Commonwealth en 2009, dont la prospérité économique et les perspectives éducatives et sociales séduisent les autres pays, c'est au tour du Gabon de déposer sa candidature à ce même Commonwealth. À l'évidence, d'autres pays observent avec intérêt ces parcours. Et les peuples ont déjà anticipé ce mouvement dans certains pays via les choix éducatifs, les affaires, etc. Et le mandarin a été introduit dans les programmes scolaires de certains pays, l'Afrique du Sud, Kenya, Mozambique, et l'apprentissage de cette langue devient un passeport recherché qui permet de prétendre à une bourse d'études en Chine ou encore d'accéder à un emploi dans les entreprises chinoises installées en Afrique. De la même façon, les écoles bilingues ou exclusivement anglophones fleurissent dans ces pays. Pourtant, les reconfigurations actuelles du monde peuvent offrir à la francophonie des perspectives de repositionnement intéressantes. Et face à la montée des inégalités mondiales et des violences qui charrient certaines idéologies, la francophonie peut constituer un espace humaniste de réconciliation des peuples et des pays. Pour ce faire, elle doit se repenser en profondeur et devenir d'une part un véritable espace commun d'intérêt partagé et d'autre part un espace de prospérité économique et de progrès social commun.
Un ancrage durable de la francophonie dans le siècle à venir ne pourra passer que par ces évolutions. Voilà, je voulais vous dire ces quelques mots et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers acteurs engagés pour la relation culturelle, économique, associative entre l'Afrique et l'Europe, et bien sûr, Madame la Présidente de la toute nouvelle association Francophonie Nouvelle Génération, chers amis. Le jeudi 17 et le vendredi 18 février, le président de la République Emmanuel Macron présidera à Bruxelles le 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et de l'Union africaine. Ce sommet constituera une occasion privilégiée de jeter les bases d'un nouveau partenariat entre l'UE et l'UA fondé sur la confiance et sur une compréhension partagée de nos intérêts communs. En amont de ce sommet, je salue les organisateurs et les participants de votre table ronde sur les partenariats UE-UA pour la francophonie. En effet, il nous faut inventer de nouveaux rapports afro-européens et euro-africains car les destins de nos deux continents sont étroitement liés. Relance, puissance, appartenance. Ce triptyque de la présidence française de l'Union européenne condense un programme extrêmement ambitieux pour l'Union européenne, dont les priorités incluent de nouveaux rapports avec l'Afrique. Et les chantiers sont très nombreux. La situation sécuritaire et étatique, l'investissement, la santé, l'agriculture et l'alimentation durable, l'énergie, le développement, l'emploi des jeunes. Autant de thématiques qui seront également abordées lors du Forum Afrique-Europe le 17 mars prochain à Marseille. Depuis plusieurs années, Francophonie sans frontières agit pour favoriser la mobilité, les échanges, la coopération dans l'espace francophone, avec l'idée qu'il reste à réaliser un grand office francophone de la jeunesse, un Erasmus, mais aussi des programmes de coopérants et de volontariat. La langue française, au sein d'une Union européenne qui doit demeurer plurilingue, est en mesure de créer un pont de compréhension important avec une partie de l'Afrique. C'est en Afrique que bat le pouls de la francophonie économique avec cette dynamique démographique et ses enjeux très forts d'emploi des jeunes, de développement durable. Enjeux qu'Horizon 2030, le programme de Francophonie sans frontières qui mise sur les coopératives, les mutuelles et qui vise à atteindre les objectifs du développement durable, souhaite partager avec vous pour que d'autres acteurs s'emparent de l'initiative. Plus globalement, le concept de francophonie économique désigne à la fois la capacité à développer des affaires en français, mais aussi à promouvoir une économie plus équitable, durable, inclusive, afin de contribuer au mieux-être des populations. Et ce concept s'est développé notamment depuis la parution, en 2014, de la stratégie économique pour la francophonie qui a été adoptée à Dakar lors du 15e sommet des chefs d'État et de gouvernement ayant la langue française en partage. À court et moyen terme, l'urgence de cette francophonie économique doit être de répondre aux défis de la formation professionnelle, de l'éducation, de l'emploi des jeunes dans le cadre du développement durable. Et la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a conscience de ces défis. Elle a reconnu lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence en juillet dernier que les organisations internationales doivent être plus agiles pour répondre aux besoins des populations. L'OIF a impulsé le programme Les pionnières de l'entrepreneuriat francophone qui accompagne de jeunes entreprises dans leur phase de croissance. Et ce type d'initiative pilote doit pouvoir changer d'échelle grâce au concours des entreprises, des fondations, des syndicats, des acteurs privés, qui aux côtés des agences publiques comme la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes au Sénégal, accompagnent ces nouvelles entreprises, ces PME,
tant du point de vue financier que technique et humain. D'ailleurs, d'après le ministre Papa Amadou Sarr, les jeunes veulent créer leurs entreprises, générer de la richesse, voyager librement et intégrer davantage l'espace francophone par l'économie. C'est l'une des préoccupations. Et ce doit être notre ambition. Et c'est dans le respect, la réciprocité, que ces nouveaux rapports Afrique-Europe doivent s'instituer pour une prospérité partagée, mais aussi plus généralement pour une relation euro-africaine fondée sur des valeurs partagées, sur un nouveau narratif commun, comme cela a été esquissé lors du sommet de Montpellier le 8 octobre dernier. Car au cœur de ces influences croisées euro-africaines qui nous enrichissent, n'en déplaise aux tristes sires qui veulent couper tous les échanges entre les peuples, les diasporas constituent des facilitateurs incroyables à qui je souhaite rendre hommage. Comme le disait Elisabeth Moreno, ministre de l'Égalité des chances, au colloque de Francophonie sans frontières le 5 novembre dernier, elles sont, dans un monde globalisé, une chance pour notre avenir commun. Cette société civile en action crée des ponts pour écrire une histoire nouvelle. Elle tisse un fil qui nous relie les uns les autres, un fil extrêmement précieux qu'il nous appartient, à nous, de consolider. Et donc je souhaiterais qu'ensemble, nous puissions aider à ce rapprochement entre l'Europe et l'Afrique dans le cadre de l'espace francophone. Et aussi que ces sommets UE-UA, dont le dernier a eu lieu il y a 5 ans, soient davantage rapprochés dans le temps pour un dialogue de haut niveau entre nos deux entités et une meilleure coordination des politiques publiques. Si vous en êtes d'accord, je souhaite que cette recommandation de sommets plus fréquents, par exemple tous les 2 ans, puisse être portée avec vous à Marseille et dans les autres forums où nous pourrons faire entendre notre voix. Je vous souhaite d'excellentes discussions et je vous remercie pour votre action en faveur d'une relation UE-UA plus équitable, plus juste, plus fraternelle, car nous avons véritablement besoin les uns des autres, de même que la francophonie peut constituer un accélérateur de projets, d'initiatives, d'opportunités, et c'est ce que fait Francophonie sans frontières dans la 30aine de pays où notre ONG est présente, et grâce à tous les bénévoles qui la constituent. Merci encore, et à bientôt. Francophonie, bonjour à tous les amis de la tribune, bonjour à tous. Je voudrais d'abord, avant tout, remercier tous les amis qui ont permis l'organisation de cette belle table ronde sur le partenariat entre l'Union africaine, l'Union européenne pour la francophonie. C'est une thématique qui me touche particulièrement et qui nous touche tous. À ce titre-là, je voulais vraiment leur rendre hommage pour avoir organisé ça à Bruxelles il y a quelques semaines. Moi, je m'appelle Stéphane Siki, je suis aujourd'hui directeur du développement du groupement du patronat francophone et porte-parole. Au sein du groupement du patronat francophone, nous avons une seule mission, c'est construire cette belle francophonie économique. On est parti d'un constat, on est fiers de partager ensemble cette belle langue qui s'appelle le français dans ces 80 pays francophones. Mais au-delà de cette belle langue, on disait, on a envie de bâtir ensemble, on a envie de construire ensemble, on a envie de faire des affaires ensemble, avec comme ambition, encore une fois, de construire cette belle francophonie économique. J'aimerais rendre hommage en particulier aux organisateurs de Francophonie Nouvelle Génération, plus particulièrement sa présidente, Arlande Joger, qui est une femme de talent, une femme engagée, qui porte haut et fort tous ces combats de la francophonie et avec qui j'ai le plaisir de travailler de temps en temps. Voilà, je voulais dire ici devant tout le monde que c'est une femme compétente, solide, déterminée, et on a de la chance d'avoir des gens comme ça qui s'engagent pour porter la voix de la francophonie dans ces 80 pays dans lesquels on parle français. Je voudrais aussi remercier évidemment tous les partenaires, je pense particulièrement à la Tribune Afrique, je parle particulièrement aussi à la métropole de Montpellier, voilà, qui nous avait accueillis à l'époque lors du sommet Afrique-France. Donc voilà, c'était pour rendre hommage à ces acteurs qui nous tiennent à cœur aussi et qui nous tiennent surtout dans ce combat-là, avec qui on est des partenaires, avec qui on est les uns avec les autres. Et c'est peut-être aussi quelque chose de nouveau. Vous savez, dans le monde d'avant
les gens travaillaient les uns contre les autres. Et là, avec cette nouvelle équipe, avec la présidente, avec tous ceux qui sont là, avec Souemé Monpensi et tous les autres qui sont autour de nous, on a décidé de lancer cette initiative dans laquelle on travaille les uns avec les autres. Alors les amis, dernier message pour vous dire que nous vous attendons tous très nombreux le 17 mars à Marseille, à l'initiative de nos amis de la Tribune. Venez parler de la francophonie, venez échanger ensemble. Donc j'espère que vous serez nombreux et j'ai hâte de tous pouvoir rencontrer.